Aujourd'hui, on parle de guerre partout, le gouvernement il saute tous les 3 mois, donc c'est important d'avoir une bonne diversification et un patrimoine qui est efficient et qui va résister. T2 à Cholet, 120-130 000 euros, 750 euros de loyer. Ah ouais, Ça laisse faire la renta. C'est sûr que c'est plus cool de dire j'ai un T2 à Lyon, dans le Triangle d'Or, ouais. mais est-ce qu'on est là pour faire du cool ou est-ce qu'on est là pour gagner de l'argent, tu vois? Donc pour moi c'était important de comprendre comment la banque travaille, parce que la majorité des gens ils arrivent à la banque, ils veulent un excellent crédit, ils veulent pas domicilier des comptes, ils veulent pas d'assurance et en plus ils veulent garder Boursorama. Et ça c'est pas possible. Salut tout le monde, salut les gars. Salut Arthur. Salut. Bienvenue à Adalbert dans le podcast Invest in You. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui avec du coup Alexandre et Guillaume que tu connais déjà. Vraiment très content de t'avoir parmi nous. Investisseur, tu as aussi bénéficié de notre... tu bénéficies en ce moment de notre accompagnement M Capital, futur CGP, passionné de finance, et on va en parler aujourd'hui de finance, d'investissement et même de commerce, au sens, de business quoi, au sens large du terme. Exact. Voilà, l'objectif ça va être d'avoir une conversation sur ce que tu fais, de quoi tu es curieux, et de rebondir et surtout de partager, parce que je pense que ça va être ultra inspirant pour des jeunes quand ils vont comprendre tout ce que tu entreprends. Déjà nous, l'équipe d'M Capital, on trouve ça ultra inspirant. J'imagine quelqu'un qui a 20-25 ans, ça peut faire des déclics, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà. Ce que je te propose, c'est te présenter en quelques phrases. Alors moi je m'appelle Adalbert, j'ai 21 ans et je suis étudiant en gestion de patrimoine. Donc voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai jamais été très bien dans le système scolaire français, et je pense que je serai pas le seul aujourd'hui, on en parle un peu partout, le système scolaire français il vaut ce qu'il vaut, et il vaut pas grand chose. Donc voilà, donc du coup moi j'ai décidé de me déscolariser avant le bac. Et ensuite, je me suis orienté vers une formation de gestion de patrimoine que je fais à distance, à partir de chez moi. Et pour rentrer dans cette formation, j'ai fait une capacité de mise à niveau que j'ai eu haut la main, parce que la finance, voilà, comme tu as dit, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis un petit moment. Donc voilà actuellement ce que je fais. Et forcément, à côté, je suis avec vous. On est sur ce gros projet. Je pense qu'on en parlera après. Je sais pas si on en parlera, mais voilà, on pourra faire un peu le tour. Et ce qui est assez fou dans ce projet-là, c'est que j'ai réussi à emporter ma famille avec moi. On est 5 et on espère aller loin. T'as aussi fait d'autres investissements, tu m'en as déjà parlé. Exact. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, alors on va rentrer vraiment dans les détails après plus tard dans le podcast, mais qu'est-ce que tu as déjà fait aujourd'hui, que ce soit dans l'IMO ou dans d'autres piliers? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis rentré dans les marchés financiers grâce à la crypto-monnaie. Je sais que c'est assez peu commun. Souvent, on rentre par les actifs plus classiques, tout ce qui est bourse, immobilier, des obligations. Et moi, c'est le chemin inverse. C'est-à-dire que je suis un passionné de technologie. D'abord, j'étais là dans la crypto pour les fondamentaux. Je me suis dit que les gens ne savent peut-être pas, mais les cryptos, c'est pas seulement de la spéculation, c'est-à-dire qu'il y a une vraie idéologie, même politique, derrière la crypto-monnaie, et moi, toute cette idéologie, elle me plaisait bien. Donc ça a été d'abord cette première porte d'entrée, et après, en étudiant, je me suis dit, il y a tellement de potentiel d'un point de vue financier que j'ai commencé par investir là. Donc voilà, d'abord Bitcoin, ensuite Ethereum, et ensuite d'autres cryptos qui n'ont pas trop marché. On n'en parle plus. Mais voilà, donc Tu les as digérées, celles-ci? C'est ça, digérées. Je les ai pas vendus parce que j'ai pas pris mes pertes. J'espère toujours que ça va remonter. Peut-être un jour, on verra. Donc voilà pour la crypto. Ensuite, j'ai investi un peu en bourse. Moi, ma philosophie, c'est de prendre des investissements passifs. Donc, j'investis principalement dans des ETF qui vont répliquer des indices. Voilà, comme ça, je m'en occupe pas. Et moi, je peux aller créer de la valeur sur ce que je considère qui est le plus important dans notre patrimoine, c'est l'immobilier. Là où il y a beaucoup de travail, ça va me prendre du temps, mais je sais faire et je vais créer beaucoup de valeur. Donc, c'est dans ça que je veux donner mon temps. Ok. Vous avez un investissement déjà à Strasbourg, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est pas vraiment un investissement, faut être transparent avec les gens, on va C'est un pas dire que héritage. je suis parti de zéro, c'est un appartement de famille qui nous a été transmis. Alors le truc, c'est qu'en fait, on l'a pas récupéré vide, il était rempli jusque pratiquement le plafond. Ok. C'est-à-dire que l'ancien propriétaire, c'était quelqu'un qui avait un syndrome de Diogène. Ouais. Alors pour expliquer le syndrome de Diogène, c'est quelqu'un qui stocke tout et qui est incapable de jeter.
Et en plus, il y a le supplément dégueulasse. C'est-à-dire que c'est dégueulasse. Donc voilà, donc on a dû vider tout ça. Et en fait, c'est quelque chose qui était utilisé comme un ancien cabinet médical. Donc en fait, il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait rien. Les volets en mauvais état, le parquet défoncé, le chauffe-eau qui marche pas, fallait tout reprendre. Donc voilà, et c'est très dur parce qu'en fait, démarrer un investissement de zéro, c'est plutôt facile, mais reprendre un truc comme ça en l'état, essayer d'adapter, c'est beaucoup plus compliqué, d'autant plus qu'on est à distance, il y a les trains qui coûtent cher, ça nous prend du temps, on peut pas déléguer, donc ouais, c'est une vraie galère cet appartement, mais on avance et on va en faire une coloc pour des étudiants, 4 personnes, et ça sera plutôt bien, ouais. Ok, bon, on va en parler, ça va être super intéressant. On en parlera un petit peu plus tard dans le podcast, mais de voir le versus, parce que bah, tu fais un investissement tout seul de ton côté et tu fais un investissement avec nous. Je pense que même pour les auditeurs, de comprendre que ça, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut, enfin, qu'est-ce que ça en demande de faire un investissement immobilier. Et encore, tu as eu la chance d'avoir déjà le bien. C'est-à-dire que tu t'es enlevé toute la partie de stratégie, il faut bien acheter, du sourcing et du financement. Mais je pense que tu as quand même vécu des galères. On aura de quoi dire après. Et voilà, exactement. Avec la distance, évidemment, c'est toujours ça. Mais bon, tu es sur la région parisienne. La réalité, c'est que c'est pas les mêmes affaires et c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes tickets d'entrée. Donc, de toute façon, souvent, pour faire des grosses affaires, on n'a pas le choix de s'excentraliser et d'aller en province. Et tu sais quoi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'aime bien dire, j'aime pas la région parisienne, parce qu'en fait on est en concurrence sur les financements avec des gens qui gagnent très bien leur vie, des médecins, des notaires, des avocats, j'en sais rien, et eux ils vont beaucoup moins dans les Hauts-de-France, alors qu'il y a beaucoup d'opportunités, et là dans les Hauts-de-France on peut se positionner, parce que c'est quand même, quoi qu'on dise, dans les Hauts-de-France, les gens gagnent un peu moins qu'en Île-de-France, donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop le marché Île-de-France. Bah, c'est vrai que nous, même chez AM Capital, ce qu'on aime, et puis même à titre personnel, les villes moyennes, c'est ce qu'on préfère. On en parle très souvent ensemble déjà, et même avec nos clients. Tu arrives sur des marchés, tu prends des villes comme Laval, comme Cholet, comme Niort, on peut aller dans les Hauts-de-France, Dunkerque, Arras, Douai. Mais après, il y en a partout, hein, vraiment. Ouais. Et la réalité, c'est que tu as quand même un prix au mètre carré qui reste abordable. Tu as un tissu économique qui est quand même ultra dynamique. Oui, tu as un marché locatif qui est dynamique. Ouais, donc en fait, c'est ton prix au mètre carré versus ton marché locatif. Et en fait, les différences de loyer, elles sont pas énormes avec. C'est sûr, c'est inférieur à la région parisienne. Mais comparativement à ton prix au mètre carré, c'est là que c'est avantageux. Tu prends T2 à Lyon, 250 000 euros, 850 euros de loyer. T2 à Cholet, 120 130 000 euros, 750 euros de loyer. Ah ouais, Je te laisse faire la renta. Voilà. Et donc, c'est sûr que c'est plus cool de dire j'ai un T2 à Lyon, dans le Triangle d'Or. Ouais. Mais est-ce qu'on est là pour faire du cool ou est-ce qu'on est là pour gagner de l'argent, tu vois? Après, nous, ça nous arrive. Il y a des clients qui veulent du patrimonial et des belles adresses, mais du coup, ils ne peuvent pas être gourmands sur la rentabilité. Sur la rentabilité. J'aurais certain. Et en plus, on est arrivé à un prix au mètre carré qui est assez élevé parce que le marché de l'immobilier il est monté assez haut après le Covid. Donc, le potentiel à la revente derrière, il est quand même il est indécis par rapport à ça. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas privilégier. Et dans les villes moyennes, il y a encore ce potentiel-là parce que quand tu regardes les études économiques, les plans de développement des villes, on peut là avoir une perspective d'évolution du prix au mètre carré, en tout cas sur le marché. Ouais, carrément. C'est quoi pourquoi t'es intéressé à la finance? Moi, j'aimerais bien savoir la genèse. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ça? J'ai pu voir que t'avais fait aussi j'ai compris qu'il avait fait des formations plus d'un côté informatique, c'est ça, développement, des choses comme ça. Donc je pense que c'est pour ça la crypto t'intéressait, parce que tu as toute cette dimension technique derrière la blockchain et toutes ces choses-là. D'ailleurs, ils ont fait des tests sur des ventes chez le notaire avec la blockchain. Voilà, donc tu vois que voilà, et la banque a beau dire va distro satanas, la réalité c'est que les banques ont des services crypto et ils sont obligés de rester à la page parce que ça bouge quand même. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es intéressé aux finances, à ce monde-là de l'investissement? Ouais, écoute, ça c'est une très très bonne question. Le point de départ, je dirais que ça vient de mon père. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un petit peu de moyens, clairement.
Et donc, il fait confiance à son banquier. Il a toujours fait confiance à son banquier de famille. Il est là depuis 30 ans, chez la même personne. Et en fait, quand j'ai analysé les placements qu'il lui proposait et le patrimoine de mon père de manière globale, j'étais horrifié de ce que j'ai vu. C'est-à-dire qu'on a des contrats avec des frais colossaux qui sont vraiment énormes, des performances qui sont hyper faibles. Vraiment, 3%, c'est le grand luxe, hein, tu vois. Donc ouais, des performances faibles, c'est hyper mal diversifié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de guerre partout, le gouvernement il saute tous les 3 mois, donc c'est important d'avoir une bonne diversification et un patrimoine qui est efficient et qui va résister à toutes les situations. Donc là, je voyais un portefeuille qui était vraiment effrayant, il n'y avait pas d'immobilier, il n'y avait pas de crypto, il n'y avait rien du tout. Donc tout ça, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, on doit se former, malheureusement, on peut pas faire confiance aux gens. Faut comprendre un peu ce qu'ils parlent et surtout la finance est construite de manière à ce que tu comprennes rien. En fait, c'est fait exprès que tu comprennes rien juste pour que tu délègues et qu'on te facture des frais. Ça, je suis plutôt d'accord. Après, moi, tu m'as challengé sur quelque chose et je laisserai Guillaume, parce qu'il a travaillé en banque. Tu vois, va proposer de la crypto à un mec de 55 ou 60 ans. C'est compliqué. Si tu lui proposes pas quelque chose pour le coup d'ultra packagé où tu as réussi à le vulgariser, moi, j'imagine bien ma mère, là, tu lui dis, ouais, Marie, achète du Bitcoin. Ok. Mais non, en fait, c'est tellement loin et il y a tellement d'éducation à faire Ouais. que après, je suis convaincu qu'il y avait au-delà de la crypto, qu'il y avait des investissements mieux à faire parce que Ouais, on sait même ce en que c'est. bourse. Voilà, une trade, Ouais. exactement. Tu faisais Bah, comment quand tu travaillais en En banque, fait, Guillaume si tu veux, il y a eu différentes périodes, mais on était sur une période où, en fait, ton fonds euro, par exemple, à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie, avait une rémunération qui était assez élevée. Donc, si tu pouvais distribuer à la fin de chaque année du 5 ou 6%, tu pouvais prendre 3% de frais d'entrée. Voilà, la différence, elle s'expliquait. En tout cas, pour un client. Donc, il y avait très peu d'unités de compte à l'intérieur des contrats, mais voilà, les clients n'étaient pas vraiment demandeurs. Sauf qu'à un moment donné, quand les taux ils ont chuté et qu'à la fin de l'année, tu n'as plus de réserve et que tu es obligé de donner du 1,5-2%, mais que tu es toujours à 3,5 de frais d'entrée, c'est trop. Ouais. Et en fait, après, les banques aussi, leurs commissions, elles sont beaucoup plus importantes sur les unités de compte. Donc là, on a vu apparaître en fait à l'intérieur des contrats des unités de compte pour justement avec derrière l'excuse de diversifier en fait, mais c'était pour aller aussi chercher des commissions parce que tu pouvais plus les prendre sur les fonds euros. Donc là, ça c'est un petit peu diversifié. Ça, je dirais que c'était à début des années 2010 et un petit peu après. Donc il a fallu faire toute une éducation financière avec les clients. Et puis ensuite, c'est ton appétence au risque, en fait. C'est ça le... oui, voilà. c'est hyper important. Mais comme tu l'as dit, et plus tu diversifies, plus tu vas diluer, en fait, ton risque et que tu vas construire ton patrimoine, voilà. Tu as diversification et horizon de placement. C'est-à-dire que selon tes besoins, préparation de retraite, études des enfants ou autre, c'est là que tu vas déterminer ton... Voilà, plus tu peux investir dans la durée, plus ton appétence au risque elle peut être élevée et tu peux subir en fait les variations des marchés, parce que si tu regardes dès les dernières années, on a quand même eu des variations de marché qui sont importantes. Mais ça remonte toujours. Hein. Je rebondis sur ta remarque tout à l'heure sur la crypto et les petites que tu as pris. Tant que tu vends pas, t'as pas perdu d'argent en fait. Hein. C'est ça. Et moi, j'aimerais bien rebondir sur Arthur concernant le fait comment on pourrait conseiller la crypto en fonction des profils de chacun. Alors déjà, normalement, un bon conseiller, il fait une étude du profil de risque de la personne, de ses objectifs, et il va conseiller les actifs en fonction de ça. Comme Guillaume l'a bien rappelé, c'est quelque chose d'essentiel, et c'est même réglementaire. C'est-à-dire que si quelqu'un vous conseille quelque chose sans trop sonder un peu ce que vous êtes prêt à faire, et pas trop dans la réglementation. Donc déjà de une. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le Bitcoin, par exemple, il y a plusieurs approches. C'est-à-dire que, ok, la partie technique et tout, garder ces cryptos, ça peut être dangereux, il y a toute une formation à faire, c'est compliqué. Mais en fait, il y a des produits qui sont développés aujourd'hui, des ETF backés sur le Bitcoin, qui sont en train d'arriver. Alors, ça existe aux États-Unis, c'est en train d'arriver en Europe. Et en fait, ces ETF, comment on les intégrerait dans des assurances-vie? Donc, ok, c'est dangereux, mais par contre, toujours le truc, si on dit c'est hyper dangereux, mais en fait, ça dépend à quelle proportion du patrimoine c'est. Et en fait, Bitcoin, on a vu, si on fait
des études de risque et qu'on le met à 2, 3, 4, 5% du patrimoine, en cas de perte, ça ne te fait pas perdre grand-chose. Par contre, quand il explose, on sait que Bitcoin, il fait du x10, du x20, il va super rapidement, ça booste tout ton portefeuille global. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant, bien sûr, à petit pourcentage. Si tu as très peu de risques, si, je sais pas, tu as parlé de ta mère, c'est ça. Par exemple, ta mère, si elle n'est pas très sensible, on la met en tout petit pourcentage, bien sûr. Donc voilà, mais on a des moyens de le faire. Il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est vraiment... Ouais, voilà, il y a des règles Mais à respecter. je pense que tu vois, il faut qu'il y ait cette notion de package. En tout cas, ils vont devoir le marketer un petit peu. Parce que moi, pour avoir fait de la crypto il y a un moment, et en gros, je suis pas très bon en informatique, tu vois, je suis pas très très bon là-dedans. Et quand on m'a montré qu'il fallait que je le mette sur un wallet, sur ci, sur ça, mais je dis, mais là, demain, tu mets ça à un ancien, mais C'est, tu l'as perdu. Non, ça c'est trop dur. Attends, il me dit, bah, faut que tu achètes du Solana. Mais attends, là, tu peux pas l'acheter de cette plateforme. Donc, il faut que tu prennes de l'Ethereum, tu le mettes là-bas. Mais je dis, what? Et le mec essaie de me faire comprendre. Je dis, mais en fait, t'as pas compris. Tiens mon ordinateur, prends-le, et on va le faire ensemble. Parce que, enfin, tu vas me le faire. Parce que c'est vraiment compliqué. Hein. C'est vraiment pas simple. En fait, ça a été fait par des geeks. Le problème, c'est qu'il faut toujours des gens qui fassent des belles interfaces parce que les geeks, ils sont dans leur monde, en Oui, fait. l'UX, c'est pas pour eux. Ils ça. savent pas vulgariser ce qu'ils C'est ça. font, quoi. Exactement. Donc voilà. Et le deuxième truc, c'est qu'en fait, à un moment, quand tu as compris un peu comment ça se fait, il y a la notion de sécurité en crypto qui est très importante. Tu peux te faire siphonner ton portefeuille, tu peux te faire voler tes cryptos. Et si tu tapes la mauvaise adresse, c'est pas comme un virement bancaire. La banque, elle peut pas annuler le virement. C'est-à-dire que si tu l'envoies dans le vide, c'est perdu à tout jamais. Donc oui, cette partie, elle n'est pas accessible à n'importe qui. D'où l'intérêt des ETF qui protègent de tout ça. Donc là, pour le coup, c'est Exactement. bien pratique. Ouais. Ok, super. Écoute, on va entamer un bloc sur ta vision, le métier du CGP. Donc, je sais que tu es en train de faire la formation AMF et que tu es en train d'avancer dans ce parcours. Déjà, pourquoi tu choisis cette voie, même si tu as déjà un petit peu répondu voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu as envie de contribuer par ce métier? Ouais, bien sûr. Du coup, avec tout ce que je t'ai dit, forcément, ça va te donner envie de venir dans ce métier pour donner mes propres conseils. Moi, ce qui est important, c'est d'avoir un conseil indépendant. Je veux pas... D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des investissements à côté, pour pas vivre de mon activité de conseil et pas de conseiller les gens pour que moi je gagne de l'argent. C'est pas du tout ça la démarche. D'ailleurs, c'est simple. Moi, je vais dire à ma future clientèle, écoute, moi je gagne mon argent. Tu me fais confiance, tu me fais pas confiance, c'est pareil. Je vais pas dépendre de toi pour manger à la fin du mois. Donc ça sera très clair. Et c'est ça l'idée, c'est d'avoir du conseil indépendant. Du coup, de pouvoir proposer des produits de dingue que moi je kiffe personnellement. Et en fait, ce qui est important dans les futurs produits que je proposerai, soit je les ai testés et je suis moi-même investisseur, soit parce que je peux pas investir partout, soit j'ai rencontré au moins les dirigeants de ces solutions d'investissement. Et c'est important pour moi. D'ailleurs, presque partout où j'ai investi, j'ai rencontré au moins une fois les dirigeants. Même mes assurances vie en ligne, même celui qui gère ma crypto. On peut citer ou pas? Ouais, bah tu sais. C'est Meria avec Owen Simonin. Donc même lui, je l'ai rencontré sur un salon. Donc voilà, c'est très important pour moi, c'est d'avoir cette indépendance, des bons produits qui performent et avec le profil client, bien sûr. Ah, c'est marrant que tu aies dit ça, ça m'a fait penser. J'avais un podcast ce week-end et Charles Gaff, que j'aime bien, il dit quand tu es dans cette position, c'est à la fuck off money. C'est ça. Évidemment, c'est évidemment ce que tout le monde a envie de faire, et même que tu sois salarié, entrepreneur, indépendant, quand tu arrives à ce niveau où tu as fait tes investissements sur le côté, je pense que tu vas aussi au travail de manière beaucoup plus relâchée, parce que tu vas pour te faire plaisir et tu vas pas forcément par contrainte. Donc, ok, super. Bah, c'est ça, et en fait, le truc, c'est que moi, je veux arriver avec de la preuve sociale, c'est-à-dire ma future clientèle, écoutez, si vous ne me faites pas confiance, vous pouvez regarder mes investissements, comment je travaille, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça donne. Donc je pense qu'en faisant des bons investissements, ça va d'autant plus les convaincre. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, on en parlait hier soir. Moi, pour le coup, je vais pas les citer, mais les gens pourront reconnaître. Quand tu vois des sociétés de clés en main, en tout cas pour nous avec Alex, parce que ça fait longtemps qu'on est dans l'aventure M Capital, c'était tellement important d'avoir déjà beaucoup investi avant de conseiller les gens. Tu vois, c'était... Enfin, et je te disais, quand je t'ai dit... D'avoir fait les erreurs. D'avoir fait les Tu as erreurs, en combien fait. de lots? Est-ce que tu peux rappeler? Ils vont me chambrer, je sais pas, mais genre une soixantaine. Ok. Ouais. Mais parce qu'on est en train d'en vendre avec Alex, donc voilà, mais une soixantaine. Et sur du pro, du Airbnb, et très récemment, on est en train de faire 3 opérations de marchand de biens, et j'en fais une petite de mon côté. Mais voilà, en tout cas, c'était ultra important de le faire. Et tu vois, quand je vois les autres sociétés de clés en main,
Le patron, il va sur des podcasts et il dit j'ai jamais investi. Et il a soulevé, je vais pas dire le nombre de millions parce qu'on va savoir qui c'est, des dizaines de millions d'euros. Moi, ça me choque. Hein. C'est effarant. Je comprends même pas comment. Du coup, tu dis mais je vais lui donner mon argent. Ouais, ça va être pas mal ça. Mais ok, tu peux mettre tous les comment dire, tout le champ lexical des études de commerce et avec des mots super fancy, histoire de t'en mettre plein la vue. Mais à la fin, c'est terre à terre. Hein. J'achète un appartement, je le rénove avec du placo et je le mets et je vais le louer. C'est basique. Et c'est d'ailleurs ce qu'on aime beaucoup dans l'immobilier, nous, c'est que ça reste basique et c'est des métiers qui n'évoluent pas non plus trop, en tout cas qui sont pas portés toujours par une hype et par tous ces trucs-là. Ça reste très terre à terre. Et voilà, en tout cas, pour nous, chez M Capital, c'était super important et je vais même aller plus loin. Tous les collaborateurs à qui tu parles, en tout cas qui te donnent du conseil sur l'investissement, chez M Capital, ils ont investi. C'est fou. Comment Guillaume, il peut te dire t'inquiète, le financement, ça va bien se passer, t'es stressé, je comprends, mais lui, c'est pas ce que ça fait dans le ventre. Ah ouais. C'est pas possible. Il peut te le dire. Bah oui, exactement. Parce que là, vous êtes en train de faire un prêt à je sais pas combien, à 650, 700 000 euros. Mais au bout d'un moment, mais il faut qu'il sache ce que c'est. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, il va dire non, t'inquiète, ça va bien se passer. Non, là, on sait ce que ça fait dans le ventre. Et moi, j'aime beaucoup cette approche que tu as. Et j'espère que tu vas réussir à la garder pendant longtemps parce que le monde de la gestion de patrimoine, on voit qu'il y a vraiment deux chemins, deux courants. T'as vraiment les produits et t'as des gars pro-clients. Nous, on travaille avec les CGP, avec AM Capital, c'est Guillaume qui s'en occupe avec Nicolas. Et on voit qu'il y a deux écoles. Après, nous, notre produit, il change pas. On peut le vendre aux deux courants. Nous, on est alignés, on sait ce qu'on va faire. Mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment deux écoles. Ouais, t'as ceux qui te demandent la commission dès les 5 premières minutes d'entretien. Sérieux ? C'est assez facile de les catégoriser. Ah, ils savent pas ce que tu vends. Quelle commission ? Ah, tu vends des fenêtres ? Pardon, je pensais que tu faisais de l'investissement. Pas la bonne personne. TTC, c'est hors taxe ? Ok, d'accord. Ça fait pas 5 minutes que tu parles avec eux. Ouais, c'est fou. Ça tend Guillaume d'ailleurs. Ouais. Dès qu'il commence comme ça, Guillaume est un peu tendu. Après, c'est comme dans tout, il faut juste savoir avec qui tu travailles. Quand tu arrives à détecter facilement quel est le type de CGP que tu as en face de toi, bah, tu adaptes ton entretien derrière. Et souvent, ceux-là, ils ont quand même beaucoup de moins de connaissances patrimoniales que les autres. Ouais, ça se voit rapidement. Ouais. C'est vendeur de produits. Ils vendent des produits. Mais même, j'aimerais dire, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir chez M Capital toutes ces personnes qui connaissent le point de vue investisseur, parce que même avec tous les autres partenaires, le comptable, le notaire, l'agent immobilier, quand c'est des investisseurs immobiliers, tu gagnes ton temps, ils sont beaucoup plus compétents et tout est mieux. Et en fait, ça crée une synergie de dingue, vraiment. Donc, Et moi, je voudrais conclure là-dessus parce que, enfin, conclure plus rebondir. Tu sais, les gens parfois, ils payent du clé en main et ils se disent, bah, vu que j'ai payé du clé en main, ça doit forcément se passer parfaitement. C'est pas ça. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des tiers. Et nous, les tiers, on les contrôle pas. Ouais. Par contre, comme on en a fait et refait, on a de l'expérience. Donc, moi, j'aime bien le dire souvent. Il y a deux phrases que je dis avec des clients. Soit on est ton gilet pare-balles, soit c'est une course de Mario. Tu vois, t'es là, Mario, comme ça. On peut conduire la voiture, ça, y a pas de problème. Mais on va se prendre des pots de banane, on va se prendre des carapaces. Par contre, la réalité, c'est qu'on sait comment wave la carapace. Mais tu vas quand même te la manger parfois. t'as prévu ton champignon pour éviter la bleue. Ouais, exactement. Mais parfois, il va te la manger, puis Guillaume, il remet le mec sur le kart, et puis on y va, quoi. Mais c'est ça, l'immobilier. Et bah, tu vas nous en parler plus tard, mais du coup, quand t'es tout seul, bah, la carapace, tu te la manges. Ah ouais. Et sans l'expérience, elle a sonné celle-ci. Hein. Je me suis retrouvé dans le décor, le kart, il est dans l'autre sens, quoi. Et t'es 8ème. Donc, oui, parce que c'est pour votre financement, c'est un élément qu'on pourra. Parce qu'on s'est mangé des carapaces en décembre. Ah ouais, Oh, on s'est mangé. Mais il fallait juste attendre après que ça se relance pour pouvoir. On en a vu des trucs. Ouais, je peux vous dire. On va en parler, ça va être intéressant parce qu'il y avait aussi une histoire de timing, mais ça a été très bien géré par vous et par nous, et je pense que c'était. En tout cas, c'est intéressant, une petite masterclass. Mais continuons là-dessus sur la partie CGP. Comment tu te vois en tant que CGP dans 1 an, 5 ans, 10 ans ? C'est quoi est-ce que tu as une roadmap dans ta tête ou c'est peut-être un peu trop loin, hein ? En fait, j'ai une roadmap sur moi, mes objectifs perso d'investissement, mais sur l'activité de CGP, je sais pas encore parce que c'est un monde qui évolue très très rapidement. Les produits évoluent très rapidement aussi. Tout évolue rapidement, même l'IA qui arrive, tu vois. Ça change la manière de travailler. Et moi pareil, vu que j'ai une appétence à la technologie, dès que je vois un nouvel outil, moi, je vais essayer de l'intégrer dans ma manière de travailler. Donc ça, alors dans 1 an, je serai encore en études, donc je peux pas te dire. Dans 5 ans,
essayer de trouver la clientèle, ça va être cette première partie d'essayer d'inspirer confiance aux gens. Voilà, ça va être un peu dur, mais ça va venir. Et puis dans 10 ans, j'espère que j'aurai ma clientèle régulière qui sera satisfaite, que je pourrai voir régulièrement. C'est aussi ça l'idée, c'est de construire une confiance, de se voir régulièrement chaque année, de faire des petits points, des petits repas. Moi, je pense que dans le pro, c'est important d'avoir des bons liens aussi, parce que souvent, les gens, ils mettent une espèce de barrière qui est un peu lourde, même dans la manière de parler, le langage. Alors, c'est pas des amis quand on est dans le pro, mais on peut travailler et s'amuser en même temps. Et je pense que l'amusement dans le pro, c'est important de le remettre en place. Bah, honnêtement, Guillaume, qui est responsable commercial, c'est ce qu'il fait ici. Et je suis d'accord avec toi, ça détend. On a des gros profils, tu vois, chez AM. On a des mecs qui ont une fiche de paie avec 700 000 euros. Donc c'est quand même énorme. Pas les salariés, De quoi? les clients. Pas encore. Je le sais pas. T'as trouvé qui, là? Exactement, non, des clients. Et Guillaume, il lui parle cash direct. Et le mec, c'est ce qu'il aime. Il voit que c'est cash, que c'est pas prise de tête et que c'est bon. Et il y a quand même la compétence, tu vois. Et moi, je trouve que ton approche, elle est. Et en plus, de toute façon, tu le vois, le monde de CGP, il est quand même en train de tourner un petit peu. Et on sort un petit peu du. On en a encore, mais on sort un peu du cravate. Ah ouais, ici. Et c'est bien en vrai, ça donne un coup de frais, je trouve. à fond. Ça donne un coup de frais On à la peut profession. plus, on n'en peut plus. Et d'ailleurs, c'est une belle transition que tu as fait tout à l'heure. C'est comment tu comptes créer ta légitimité en tant que jeune CGP. Je me rappelle t'avoir déjà posé cette question quand on est parti manger au restaurant avec ta famille, quand on avait visité. Voilà, comment tu vas réussir. Je te mets plein de situations et puis je te laisserai après. Elle est dure cette question. Ouais, elle est dure, mais je pense que tu t'es déjà posé. C'est comment tu vas réussir à convaincre un client 50 ans, CSP+. Peut-être que ce ne sera pas ton client, peut-être tu vas me répondre ça. Mais voilà, en tout cas, est-ce que tu peux me répondre à voilà, comment tu vas démarrer ton activité? Ok, je suis Adalbert, je suis jeune. Par contre, j'ai déjà fait des investissements, mais voilà, comment tu vas gérer ça? Ok, moi j'avais déjà réfléchi un peu comment démarrer l'activité. J'ai eu un petit plan que je me suis dit que j'allais mettre en place. Je fais beaucoup d'événements liés à l'investissement et l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent et qui seraient intéressés par avoir des conseils financiers. Malheureusement, j'ai pas encore les agréments, donc je peux pas en donner. Donc ce que je dis, c'est bon, je peux te donner 2-3 tips comme ça. T'as de la chance, faut en profiter, vu que je peux pas lancer mon activité, tout est gratuit, je profite de mon expertise. Moi, ce que je te demande en échange, c'est que quand je lancerai mon activité, tu me fasses des reviews, tu me boostes un peu. Donc avec ce système, quand je lance mon activité, j'aurai peut-être 30, 50, 100 personnes qui seront déjà là pour soutenir derrière, mettre une review, peut-être que je puisse faire appel à eux pour que mes clients ils puissent échanger entre eux et comprendre la qualité de mon conseil. Donc il y a déjà cette première approche. La seconde, comme j'ai parlé plus tôt, c'est de convaincre avec mes propres investissements, montrer ce que je suis capable de faire. Et la troisième, c'est que j'aimerais bien moi avoir une approche où je vais contacter les gens avec qui déjà j'investis pour les proposer en produits et donc avoir une palette de produits assez unique et que j'ai construit moi personnellement, ce qui ferait que mon offre se démarquerait de tout ce qui se fait sur le marché. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Tu vois, C'est smart. Le vrai atout qu'il aura, en fait, c'est l'expérience d'investissement. Parce que même si tu as 21, 22 ans, en fait, si tu as déjà montré à tout le monde que toi-même tu as investi, je trouve que c'est plutôt inspirant, même pour quelqu'un en face de toi qui a 50 ans. Ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est le mal au ventre de l'investissement, tu l'as déjà eu. En fait, c'est ça qui compte plus que, l'âge en lui-même. Je suis à peine au début de ma carrière d'investisseur parce que j'espère qu'elle sera longue. J'ai déjà vu pas mal de trucs. J'ai déjà vu des belles. Donc voilà. Et le truc que tu dis aussi, c'est qu'en fait, par exemple, là je suis assez jeune. Moi, j'ai 21 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on commence tôt, plus déjà le patrimoine va croître. Mais en dehors de là, ça, c'est l'expérience. C'est-à-dire que, en fait, quand j'aurai 40 ans, si je continue sur ce que je fais là, je pourrais dire, bah écoutez, j'ai 20 ans d'expérience dans l'investissement. Et là, ça va balancer une claque, quoi. Donc, mais c'est ça, quand on est revenu de la visite qu'on a été faire ensemble, c'est exactement ce que j'ai dit à l'équipe. J'ai dit, mais je sais pas si toi, tu t'en rends compte, et j'essaye de le dire à nos jeunes ici, à Imen qui est là, et à Mario, commencer le plus tôt possible. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai commencé assez tard, en vrai. Enfin, pas tard, mais tu commences à 27, 28 ans. Bah ouais, mais si l'immobilier, c'est le temps. Ouais. L'ami de l'immobilier, c'est le temps. Tu rembourses un capital. Ouais, mais tout placement. Tout placement, mais encore plus immobilier parce que c'est long. Parce qu'il y a les intérêts composés aussi. Donc, exactement. Et donc, du coup, il faut lancer les compteurs. Ouais. J'ai des potes, parfois, ils me disent, ouais, l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, l'année prochaine. Et puis, je lui dis, mais parfois, mais tu sais que ça fait 4 ans que tu me dis l'année prochaine. Bah moi, en 4 ans, tu veux que je te dise combien j'ai remboursé de capitaux? Vas-y, combien? C'est pas lui qui compte. J'aime bien. Après, je suis très à l'aise avec les chiffres. Non, mais t'inquiète, t'es pas obligé de tout En vrai, dire. je suis très à l'aise avec les chiffres. Mais non, beaucoup. Et parce que en vrai,
tu sais, tu vas vite te focus sur le cash flow parce que c'est quand même très dans l'air du temps Oui. et tout, voilà. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est quand je regarde tout ce que j'ai remboursé à la fin de l'année. Ouais. J'ai toujours, c'est mon deuxième salaire. Tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est mon deuxième salaire et évidemment, je peux pas le cash out maintenant. En tout cas, peut-être, enfin, je peux, mais j'en ai peut-être pas trop les intérêts pour l'instant. Mais en tout cas, c'est cool en fait. C'est quand tu vois à la fin de l'année, tu te dis, bah non, en fait, j'ai eu mon salaire, j'ai eu mes primes, j'ai eu mon cash flow, mais j'ai aussi mon remboursement de capital. Et c'est pas mal. Par contre, ce que j'aimerais bien dire juste, parce que à chaque fois quand on voit un jeune comme ça qui investit, on se dit peut-être si on a un âge un peu plus avancé, bah ouais, j'aurais dû faire tout ça, c'est dommage, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est la deuxième chose qu'on dit. La première, c'est qu'il faut essayer de commencer le plus tôt, mais ensuite, faut commencer maintenant. C'est-à-dire que peut-être que tu as 50 ans, eh ben, c'est mieux que tu démarres à 50 ans qu'à 60. C'est ça. Et à 60 qu'à 70. Ah non, ça c'est sûr. Donc en fait, il faut pas se comparer aux autres. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Pas se comparer parce qu'on a des situations différentes. Mais l'important, c'est de commencer maintenant, comme tu as dit. Donc voilà, d'aller chez des partenaires de confiance comme Exact. vous, qui sont d'ailleurs qui. Si on n'a pas d'expertise, vous êtes là pour répondre aux gens qui n'ont pas du tout d'expertise. Vous faites du clé en main. Donc voilà, c'est l'occasion de se lancer. Juste, faut débloquer le mindset et on se lance ensuite. Ouais, exactement. Mais on a des gens, Guillaume et Alex, ils t'en parleront mieux que moi. Ils font tous les rendez-vous clients. Mais t'as vraiment des gens qui se donnent les moyens. Parce que tout à l'heure, t'as eu l'honnêteté et je trouve ça top de dire, bah moi j'ai eu la chance, l'opportunité d'avoir une famille qui m'a aidé et qui m'a mis le pied à l'étrier. Par exemple, moi à titre personnel, un peu moins. Mais c'est pas grave en fait. La réalité, c'est que c'est toi qui te fixes des limites et tu vas aller les chercher. Évidemment que tu peux aller moins vite en fonction de par exemple, je te donne encore mon exemple perso, ma femme était dentiste à ce moment-là. Si elle n'avait pas été dentiste, j'aurais pas pu aller aussi vite, en tout cas de ma partie des 50% personnels, tu vois. Et là, par exemple, Guillaume, parfois, il a les deux, vous avez des gars en rendez-vous, ils disent, t'es pas prêt maintenant, mais tu veux vraiment le faire? Ok. Bah là, tu vas faire ce plan. On se revoit dans 6 mois. Et le gars, il revient dans 6 mois, il dit, c'est bon, j'ai fait ça. C'est quoi je fais après? Et en vrai, c'est pas des clients très rentables, tu vois, mais c'est ultra gratifiant. Et le gars s'est donné les moyens. Et il se souviendra de vous. C'est-à-dire, si tu as donné un objectif, au moment où il aura une bonne situation, c'est chez vous qu'il va venir, c'est pas chez les autres. Hein. C'est ce qu'on se dit. Ouais, c'est ça, mais tu vois, c'est des gars qui font une alternance, qui travaillent le week-end, qui se démerdent pour faire du cash. C'est fou. On a un petit chez nous, il reste chez ses parents, il stocke. C'est génial. Genre, il stocke son cash, quoi. Il veut travailler dans un restaurant, et enfin, il me dit, ouais, j'ai envie d'aller travailler chez Amazon le week-end. Je lui dis, mais attends, quand même, tu vas être fatigué le lundi. Mais tu vois qu'il a cette volonté d'investir rapidement. Et ça, je trouve ça cool. En tout cas, plus rapidement tu as cette conscience-là, évidemment, ta vie va être un peu plus sucrée, quoi. Ouais. Top. En tout cas, merci. J'ai compris en tout cas que t'allais vraiment miser sur le réseau. Ouais. Créer ton réseau et je pense que de toute façon c'est le métier, le métier de CGP, c'est ton réseau et ta réputation. Ouais, non, c'est vraiment comme ça que tu construis ton portefeuille, en tout cas comme tu le souhaites et que tu le subis pas justement et que t'es pas obligé d'aller chercher des clients qui te ressemblent pas. Ouais, parce que sinon parfois il y a les conseillers qui sont dans des agences bancaires, malheureusement on leur bombarde, on leur envoie des centaines, des milliers de clients, ils n'ont pas forcément le choix, ils sont obligés de travailler avec ce qu'on leur envoie. Donc, Et tu as une pression commerciale qui n'est d'autant pas plus, forcément en fait, adaptée à toi, ta manière de voir le métier, quoi. Et moi, ça, je l'ai fait. J'en suis sorti parce que j'en avais un peu marre. Tu reviendrais dans ce monde-là ou... Honnêtement, là, de la manière dont ça se passe maintenant, moi, je prends beaucoup plus de plaisir à être ici, bien entendu, et je regrette de pas avoir fait le pas plus tôt, même si je crache pas sur ce que j'ai fait avant et que ça m'a amené, en fait, une vraie expérience des grosses entreprises et de comment ça fonctionne. Donc, je sais, maintenant, puis j'ai une expérience avec la clientèle. Ouais. C'est-à-dire que je suis en mesure de capter rapidement la personne que j'ai en face de moi, parce que j'ai fait énormément de rendez-vous, des gens qui avaient des situations, des petites situations, c'est pas péjoratif, et aussi à la fin des clients à forte valeur ajoutée. Donc je sais m'adapter maintenant à tout. Donc c'est une bonne expérience. Honnêtement, non, je reviendrai pas dedans, c'est sûr. Mais de toute manière, ton expertise dans la banque, par contre, pour aller chercher des financements, je pense qu'elle est très pratique, et ça, c'est une plus-value de dingue. En fait, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais l'investissement immobilier, c'est pas... Et moi, je le dis avec Alexandre, on le dit en rendez-vous, c'est pas tout rose. Ouais. C'est-à-dire que ça va durer 9 mois, 6 mois, 1 an. Il y a des moments de friction. Et l'emprunt, c'en est un. C'est-à-dire que c'est long.
Ils sont en vacances, ils répondent pas. Ils répondent pas. Tu Ouais. peux envoyer le dossier à 4 endroits différents, ça m'intéresse pas, voilà. Donc là, en fait, il faut savoir rassurer le client pour lui dire « Attends, c'est bon, ça Ouais. va, voilà. » Comme c'était avec vous. Décembre, allez, c'est fini, ils ont fini leurs objectifs, ils vont même pas ouvrir ton dossier. Le client. Par contre, tu vas voir, on rappelle dans 3 semaines, tout le monde va l'ouvrir et on Ouais. va trouver. Et on a trouvé des super conditions. Faut juste être patient et savoir gérer ce temps et ce stress. C'est une belle transition, parce qu'on va quitter le bloc CGP Ok. et de ta future carrière. Et on va parler comment dire, de l'investissement que tu as fait chez nous. Et c'est plus, c'est plus pour faire une étude de cas et pour je pense, rassurer des gens pour qu'ils fassent le pas d'investir. Est-ce que tu peux redonner un petit peu ton objectif? Alors, c'était d'ailleurs, tu avais fait le rendez-vous avec Alexandre à Ça l'époque. date. Ça date, bien sûr. On a mis, ça se construit. D'ailleurs, vous avez mis longtemps à prendre votre décision, si tu te rappelles bien. Oui. Et c'est pas grave en soi. On doutait s'il y a d'autres personnes qui peuvent s'identifier à nous. On doute de tout. Ce qui est important, c'est d'abord de placer le cadre de notre situation pour comprendre comment on en est venu à demander un tel projet. Alors tout simplement, ma mère, elle a pu recevoir, suite à son divorce, une somme d'argent qui était intéressante. Et du coup, elle avait de quoi mettre 100 000 euros d'apport dans un projet. Forcément, étant futur gestionnaire de patrimoine, je lui ai dit, on va faire de l'investissement immobilier. Forcément, en plus, je lui en parle tout le temps, loin en large en travers. Moi, je vais donner envie. Ma mère, elle a toujours été intéressée par l'immobilier, mais elle n'a jamais eu l'opportunité de le faire. Et surtout, elle n'a pas toute la connaissance que nous, on peut avoir avec ma sœur. Donc, elle ne savait pas du tout comment faire cette approche-là. Ma mère, elle a toujours travaillé très dur. La finance, elle n'y connaissait rien du tout. Donc là, c'était la porte d'entrée. Donc, ma mère, c'était OK. Et après, je me suis dit, bon, il y a mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut pas tenter de grouper tout le monde pour faire la team des Avengers, quoi, de l'investissement? Donc voilà, j'ai réussi à convaincre tout le monde. On est 5 parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre fratrie, on est 4. On est 4 enfants. J'ai un frère et 2 sœurs. Donc voilà, j'ai mis tout le monde sur le coup. Et voilà. Alors, au niveau de ce qu'on souhaitait faire, nous, on voulait à tout prix un projet très rentable. Pas forcément sur la valorisation, mais vraiment qui va balancer du revenu, quoi. Parce que ma mère, l'objectif, c'est pour sa retraite. Elle a toujours travaillé dur, mais avec un salaire qui était faible. Voilà, il faut pas compter sur l'État pour vos retraites. J'espère que vous comptez pas dessus. Donc voilà, et ouais, il fallait être backé par l'immobilier. Donc ça, j'ai dit directement, nous, on veut 12%. C'est-à-dire que j'étais très clair. Brut. Challenger direct. C'est ça, direct. C'est simple, mais ça, que ce soit vous, avec n'importe qui ou même nous, si on cherchait, en dessous de 12%, je regarde même pas. Donc ça, c'était hyper important. Le deuxième truc, c'était qu'on souhaitait dans la région des Hauts-de-France, parce que nous, on connaît le potentiel de cette région, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Que pas seulement d'un point de vue immobilier, mais d'un point de vue population, entreprise, tout est boosté, c'est une région de dingue. Les gens ont beaucoup de préjugés dessus, comme quoi c'est mort, mais en fait ça se dynamise. C'est vrai qu'à un certain moment, ça s'est désindustrialisé, le bassin minier, etc. Au niveau de l'Anse, c'est un peu dur, mais ça revient, il y a des entreprises technologiques, ça revient, c'est dynamique. Donc voilà, il y avait ce secteur, et c'est surtout notre secteur de cœur. On a grandi dans le Nord, même si on a une partie de la famille qui est à Paris, on y revient régulièrement, et c'est pas très loin, Paris et le Nord, donc tout ça a fait qu'on voulait cette zone-là. Donc on a été clair, 12% de renta, la zone des Hauts-de-France, des revenus qui sont conséquents. Et le quatrième truc qu'on voulait, c'est que parfois les investisseurs, quand ils veulent beaucoup de cash flow, ils regardent pas où ils achètent. Donc ok, tu peux faire 1200 euros de cash flow, mais si ton bien, tu le revends avec moins 50 000 euros sur le prix de revente, tu as perdu tout ce que tu as gagné. Donc tu as fait un mauvais investissement et personne ne regarde ça. Donc j'ai dit à Arthur, me prends pas une zone de merde concrètement, on va pas me chercher une petite ville perdue je sais pas où, quand même un truc solide, quoi. D'ailleurs, je me rappelle, voilà. t'étais sur Arras au début, c'est ça? Mais apparemment c'est assez dur ce marché-là. Ouais, d'ailleurs c'est pour ça qu'on avait réorienté sur Boulogne-sur-Mer, parce que on trouvait qu'il y avait plus. Arras, c'est un peu cher. Hein. C'est très, en fait, c'est les mêmes villes. Hein. C'est très hype, c'est cher, et les gens ont plutôt des bons moyens. Et en fait, il se passe tellement de choses dans cette ville. J'adore cette ville, et c'est pour ça que je vous ai demandé. Il se passe tellement de choses que je pense même que même si c'est cher actuellement, ça va continuer d'augmenter. Et je me semble qu'on est à 3500 dans les meilleurs quartiers. Je pense que ça peut monter à 4000 sans problème. Hein, vraiment. Ouais.
Oh, c'est méga sympa. Ouais. Et on a des événements de dingue. On a le Main Square, ce fameux Ouais. festival où il y a des grands artistes. Ça c'est le patrimoine du Nord. On a la fête de la frite. La fête mondiale de la frite, c'est une vraie compétition. Les gens rigolent à chaque fois, mais c'est très sérieux. Il y a des jurys qui viennent de partout dans la France. Et c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que ça ramène 50 000 ou 40 000 personnes dans la ville d'Arras. Il y a des gens qui viennent de toutes les régions Hauts-de-France, de Paris, qui viennent de Belgique et même de plus loin en Europe pour ça. Donc ça, c'est assez On a fou. senti la rechute au niveau de l'accent quand t'as donné tout sur la fête de la frite. Hein. Ouais, mais voilà, oui, souvent je gomme mon accent. Donc voilà, on a la fête de l'Andouillette. C'est un ovni cette ville, c'est un truc de dingue. Moi je vous conseille d'y passer. C'est très joli, les deux places, elles sont super sympas avec le beffroi et tout, non, c'est top. Pour revenir, Arthur, si tu Vas-y, veux. vas-y. par On rapport est au parti en roue libre. Hein. Ouais. Non, mais c'est juste par rapport au rendez-vous. Faut savoir que c'était super agréable déjà. À l'époque, on avait passé un bon moment. Mais en fait, ça fait partie des clients avec qui, en l'occurrence, c'est super simple. Parce que d'Albert, en l'occurrence, tu connais bien l'immobilier. Ta sœur aussi, alors peut-être un peu moins que toi, mais quand Un même. petit peu moins, mais on Vous parle avec complétez nous. bien, ouais. Ouais, c'est ce que j'avais ressenti à l'époque. Et en fait, hyper fluide, quoi. Nous, c'est vrai qu'on essaye de poser souvent les mêmes questions, secteur, etc. Et comme tu l'expliquais, on avait une roadmap déjà dessinée qui était quand même très fluide. Et voilà. Et bon, c'est pour ça aussi, je pense que ça a matché. C'est-à-dire que on se parlait, entre guillemets, en tant que connaisseurs. C'est ça, dire. exact. Et non, c'était intéressant. Et même pour ceux de votre famille qui connaissaient un petit peu moins, je pense que voilà, aussi, c'était intéressant. Oui, c'est Donc, ça. bon. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette visioconférence qu'on a fait avec toi, elle a été décisive parce que nous, le premier contact, c'était hyper important. C'est-à-dire que moi, je leur amène une idée. Ils me font confiance parce qu'ils connaissent mon expertise, ils me connaissent personnellement vu que je fais partie de leur famille. Mais par contre, vous, ils ne vous connaissent pas. Exact. Et on entend quand même au quotidien parler d'arnaque et tout. D'ailleurs, dans l'immobilier, il y a eu des scams avec l'entreprise Travaux. Là, je sais Broussard, ou je sais plus comment il s'appelle, ce mec. Ça a été un truc énorme. Donc, avec tout ça, forcément, c'est normal que les gens soient douteux. Donc voilà, tu m'as expliqué plein de trucs qui m'ont rassuré. La marge de sécurité sur les travaux, c'est 10 ou 15%, je sais plus. Globalement, oui, c'est comme ça qu'on essaie de. Voilà, il y a un petit 10% au cas où ça déborde. Tu m'as expliqué le process, le fait que les travaux démarrent rapidement après la signature. Tout ça, c'était OK pour nous et on voyait que tu maîtrisais ton sujet et pour nous, c'était hyper important et on s'est dit OK, on peut se lancer avec eux. Donc voilà. On vous a un peu fait chier sur plein de choses, sur des contrats, etc. Mais c'est dans notre nature. On vérifie tout de A à Z et justement, si on s'est lancé, c'est que tout était propre. Elle est juriste, ta sœur. C'est ça, ouais. Elle est juriste de métier, c'est ça? Non, mais c'était très pertinent. C'est vrai que. Elle change un peu, elle évolue un peu, mais c'est vrai que voilà, elle va comprendre tout ce que tu vas lui mettre en tout cas, elle a fait des études de droit, quoi. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le projet qu'on a fait? Ouais, la bombe. Est-ce que tu peux expliquer moi, j'aimerais que tu expliques le projet, que tu nous dises est-ce que entre le premier rendez-vous avec Alex et le projet, est-ce que ça a évolué? Ça, je sais même pas la réponse. Est-ce que en gros, c'est ce projet-là est-ce que si tu t'étais dit je vais acheter ça, est-ce que tu as évolué en fait entre temps? Parce que je sais que les projets qu'on lui a proposés au début étaient beaucoup moins agressifs en termes de volume de travaux et en termes même d'exploitation. T'as dit quoi? Et même le montant, on a augmenté le montant. On a bien augmenté. Donc oui, bien sûr, oui, parce qu'il faut dire que tu m'avais envoyé des biens dans le Nord, je crois, autour de Lille et puis à Roubaix. C'était des... Armentières aussi. Armentières, c'est ça. Ouais, c'est ça. Armentières et Roubaix. Je savais que Roubaix, c'était rayé de la carte. J'ai pas fait Roubaix. Alors, non, en fait, Roubaix, forcément... C'est un peu compliqué, mais en fait, il y a des secteurs excellents et d'autres pas bons du tout. Et en fait, Roubaix, c'est Nassim Boukrou qui dit ça, qui connaît super bien le quartier. C'est des aiguilles dans des bottes de foin. Il faut connaître exactement le marché. Après, le bien que tu m'as émis, on a été agréablement surpris parce qu'en fait, il était super bien placé en face de la gare. Oui, c'est le bien de Karim. Et moi, j'ai investi là-bas et j'en suis très content. Ouais, tu es dans une bonne zone, Ouais, j'imagine. je suis à côté de Croix et du parc Barbieux. Je suis très bien ça, placé. en fait. Ça fait 5 ans, j'ai eu aucune vacances locatives. Et là, je revends avec une value. Hein. C'est Donc, top. franchement, rien à dire sur ça. Après, il faut juste connaître le secteur. C'est ça. En effet. Mais t'as un marché locatif qui est tendu au plus, quoi. Donc, C'est ça, et la ville est quand même montante parce que forcément, elle est pas dans de très bonnes conditions, mais en fait, on peut pas faire pire. J'ai même tendance à dire que ça va s'améliorer avec le temps. Il y a des aménagements.
des aménagements un peu partout, il y a les étudiants, c'est pas une ville qui est morte, c'est une ville qui se dynamise, tout va essayer d'aller au mieux dans le futur. Et justement, je pense que investir maintenant quand personne n'y croit, c'est là qu'on va créer de la valorisation dans 10 ans, quand tout le monde voudra ça. Là, ça Boulogne, c'est ça un sera bon top. exemple de ça aussi. Hein. Bah ouais, bah justement, on va faire la transition. Donc voilà. Donc il y avait ces projets-là. Et à chaque fois que Arthur m'a envoyé ces projets, j'étais mitigé parce qu'en fait, moi, ce que je voulais, c'est créer énormément de valeur et partir sur quelque chose de grand. Voilà, on a une forte appétence au risque parce qu'on était prêt à aller chercher du revenu. Forcément, ça c'est revenu, ça va avec risque, c'est évident. Donc voilà, si vous avez un peu peur, partez pas dans des travaux colossaux. Donc Ouais, voilà. exactement. Et à un moment, Arthur, il m'appelle, il me dit, faut qu'on se pose. Là, tu te prends un temps. J'ai 2 projets qui sont très cool. Donc voilà. Alors il me balance Boulogne-sur-Mer. Ville qu'on apprécie beaucoup, qu'on connaît, donc voilà, comme je disais un petit peu avant, c'est vraiment la sortie par excellence Nausicaa dans les écoles. Donc voilà, donc Boulogne, ça nous parlait. Et tu m'as envoyé Dunkerque qui est une très bonne ville aussi, qui est très montante avec les entreprises. Je crois qu'on parle, je sais plus de combien de milliers d'emplois qui vont être. Un c'est chiffre ça, à 15 000 ou 16 000. 15 000, donc c'est il va quand falloir même loger ces 15 000 Bien sûr, travailleurs. bien sûr. Bah, c'est avec les unités de batterie. Ouais, Usine- Vercors. Il y a le port autonome, Ouais. parce que la France veut avoir un gros port autonome. Ouais. Ils ont refait aussi tout le front de mer, Ouais. très Ouais, très ouais. joli. Non, non, c'est C'est une bonne ville. Hein. et dans des villes qui se développent comme ça, avec des créations d'emplois, les gens qui arrivent, ils n'ont pas forcément ni l'envie ni les moyens d'acheter tout de suite. Donc, il faut un marché locatif qui propose en fait des biens nus, meublés, différentes surfaces. Donc, il y a Et besoin parfois, ils ont de- des bons budgets. Hein. Quand tu vois Ouais, ouais, Cholet, bien sûr. Cholet là, Safran rajoute 800 personnes. Thales Ouais. rajoute 800 personnes. Les mecs, ils arrivent de Paname. Ils sont bien payés, ils ont Ouais. des Bah, bonnes ils conditions. sont bien hein. payés. Ouais. Et donc, lui, ils veulent juste une belle maison avec un jardin ou un bel appart. C'est un jeune actif. Lui, il veut de la presta. Ouais. Tu vois, donc, il y a Ouais. cette clientèle. Hein. Puis en plus, là, au début, tu peux te dire, ouais, Dunkerque, c'est quoi, usine? Donc, qui dit usine dit manutention. Mais non, en fait, il y a Il y a les. des ingés. Il y a les ingés, les Ouais. cadres, Mais oui, c'est ça. la direction, donc eux aussi ils ont besoin de se loger. Donc voilà, Du coup, Boulogne. Du coup, il m'envoie ces 2 projets. Dunkerque, bon projet, mais c'est. Voilà, quoi, je regarde l'autre. Et là, quand il m'envoie Boulogne, en fait, on est en direct dans l'appel. Je lui dis, je pars directement sur ça. C'est-à-dire, j'ai eu un coup de cœur. C'est tombé direct. J'ai vu cette façade magnifique en fait, c'est une façade bleue qui est très jolie à l'ancienne avec du relief, des moulures. C'est magnifique. Donc, déjà ça. Et en plus, il me dit, c'est un immeuble de 4 appartements et cerise sur le gâteau, il y a une maison. Et c'est pratiquement pas dans le tarif, c'est comme s'il me donnait la maison. Bah, avant de visiter, on n'a pas la maison. Quand C'est il ça. m'envoie, pour moi, j'ai juste les 4 appartements et le projet, il est déjà ultra rentable. Ouais, c'est ça, il me le Et calcule après, sur on a la 4 maison. apparts. Ouais, au début, je calcule sur 4 apparts. Et il y a la maison derrière. Ah, par contre, c'est 4 murs. Hein. Attention. Quand on a chiffré avec les travaux, j'ai pas vendu du rêve à l'entrepreneur. Lui, c'est 4 murs. Il y avait que ça. On refait les planchers. Les archis, elles sont parties parce qu'en ce moment, ils travaillent sur les plans. Même par sécurité, je leur ai pas fait. Elles ont pas fait le relevé de code dans la maison. Trop dangereux. Chez M Capital, la sécurité, c'est important. Sortez couvert. Mais ouais, du coup, elles sont même pas rentrées dedans. La maison, c'est vraiment 4 murs. Mais Ouais. tous les appartements sont vue mer. Après, évidemment, plus tu montes, plus la vue mer, elle est sympa. Magnifique, ouais. Mais ouais, c'est cool. Donc, et t'as pas eu peur des travaux? Non, Comment non, vous mais- l'avez vécu ça? Ouais, c'est ça. Mais déjà, coup de cœur sur le bien. C'est-à-dire que en plus, Arthur me challenge. C'est-à-dire qu'il me dit le bien est tellement bien. Si tu le chopes pas, moi je l'envoie à un autre client. Tu vois, il m'a dit là, ces pépites comme ça part extrêmement rapidement. Donc on peut pas se permettre de les garder comme ça sur le côté. C'est Bah, impossible. regarde le prix. C'est ça. Regarde Et le prix pour le était- quartier. C'est C'est le ça. plus beau quartier de Boulogne. C'est ça. Meilleur quartier. Meilleur quartier de Boulogne. Ouais. On est juste au-dessus de Nausicaa. Simplement, C'est tu ça. le vois. J'y suis allé lundi. 5 minutes à pied, Nausicaa. 5 minutes à pied avec des courbatures. Ah ouais. Tu te rappelles ou pas? En revenant, En ça. remontant. Ouais. Ouah, la dernière fois, Ouais, on c'est a marché, ça. je te rappelle, on a marché du centre-ville et on était avec le GPS. Il dit, ah bah je crois que c'est là. Et en fait, c'est juste des escaliers, mais il y a des appartes. On s'est dit, mais comment ils font les mecs des travaux pour monter leurs outils, le placo et tout ça? T'as plein d'appartes. Ouais. Et ça grimpe. Mais C'est les. vénère. Ah, les Mais fessiers, il y ils a un autre travaillent, hein. chemin. Il y a un autre chemin par derrière, Ouais. pas avec des escaliers. Donc ça sera. Donc Mais- voilà. Donc du coup, on a tout ça. Ouais, vrai coup de cœur. Donc ensuite, le problème, c'est que de l'extérieur, bon, c'est un peu sympa. Quand vous arrivez à l'intérieur, il y a rien. Tout est à reprendre. Tout est à reprendre. Donc là, c'est des travaux énormes. Donc c'est vrai que
on a des petits doutes quand même. C'est-à-dire que je veux pas commencer à faire le mytho. On a des doutes quand on voit des travaux comme ça. Il faut savoir que moi, j'ai 0 compétence en travaux. Et vraiment rien, je pige rien du tout. Donc voilà. Et ce qui me rassure, c'est la présentation de l'entreprise de travaux avec qui vous travaillez, Oscar Bâtiment. C'est-à-dire que en fait, on voit avec les autres projets ce qu'ils ont fait. C'est du sérieux, c'est du très propre. En fait, je crois que vous avez fait 300 projets, c'est ça? Ouais, même 500 depuis qu'on a démarré. 500, du coup, Mais 500 lui, avec projets. lui, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Voilà, 2 ans et demi, 500 projets. Moi, j'ai étudié leurs fiches sur Ouais, société.com. il existe depuis C'était longtemps. carré. Mm. Ils sont certifiés RGE. Donc, tout ça, je me suis dit, OK, on peut se lancer avec eux. Mais c'est intéressant et je pense que c'est marrant, enfin c'est intéressant que tu donnes tes sentiments aujourd'hui parce que j'espère qu'on pourra faire un 2e épisode à la fin. Du coup, ben, ça sera terminé avec tous les 4. Ah ouais. Et même Apolline, elle sera la bienvenue si elle veut. Ah, franchement, ça si serait elle- drôle si d'avoir elle- son point de vue. Ouais, et ça va être intéressant de vous allez voir en gros voilà, l'accompagnement, comment ça va se passer, mais c'est vrai qu'il faut se projeter. Hein. Alors après, il a beaucoup de charme. La maison a beaucoup de charme, mais pour juste compléter la présentation d'Adalbert, en gros, c'est quelqu'un qui s'est fait escroquer. Donc en fait, les mecs, ils ont fait les travaux, mais ils ont fait la base d'une escroquerie, c'est ils ont commencé à monter du placo. Derrière, il n'y a rien. C'est-à-dire que tu as des bouches d'aération, mais il n'y a pas la VMC derrière, il n'y a pas le... Voilà. Donc, bon, voilà, c'est ni fait ni à faire, il faut enlever. Ils ont mis un parquet, c'est une piste de cross. Tu vois, donc, de toute façon, même l'entrepreneur, il ne veut pas poser sa décennale là-dessus. Le nôtre, c'est ce qui est normal. Hein. Donc, voilà, il verra ce qu'il peut récupérer, mais en vrai, Pas grand-chose. de base, en tout cas, on a chiffré qu'il récupère rien. Mise à Parce nu. que voilà, on était vraiment sur des gens, il s'est fait escroquer, le pauvre monsieur. Ouais, malheureusement. Mais c'est aussi comme ça. Et j'ai vu d'ailleurs quelqu'un qui t'a. J'ai vu tes petits, comment dire, tes petites conversations sur LinkedIn. De temps en temps, tu on tombes parle sur un notre peu, feed ouais. et un mec qui te dit ouais, t'as pas payé cher, mais en gros, il faut voir le prix à la fin. C'est aussi ça l'avantage de passer par M Capital, c'est qu'on a des prix de travaux qui sont contrôlés, Ouais. pas de marge cachée, et t'arrives à un prix au mètre carré qui est quand même ultra intéressant. À la fin, la revente, de toute façon, c'est factuel. Tu vois ton prix d'acquisition, prix revente, même avec nos honoraires. T'es très cohérent sur le marché. À la revente, d'ailleurs, quand t'as fait ta présentation bancaire. Bah vas-y, c'est ce ça, que- ça on peut le dire quand même, c'est- c'est important à dire. C'est-à-dire que déjà j'aimerais bien dire par rapport à ce commentaire, en fait, ce qu'il n'a pas pris en compte, Il c'est t'a tiré dessus, hein, j'ai vu. Hein. Oui, il m'a tiré dessus, mais je me suis défendu. J'ai sorti les armes aussi. Donc voilà. Non, en fait, c'est vrai qu'on arrive à peu près à la réno au prix de marché, mais ce qu'il n'a pas pris en compte, c'est que nous, on va pas faire une réno simple de marché. Ouais. On va faire une réno qui sera supérieure au marché. Et Donc t'as- même si j'arrive à peu près, déjà je suis en dessous. T'as été gentil parce que t'as dit 2002, j'ai vu. Alors que dans le quartier, on est à 2650 € prix moyen. Et que t'as même des mecs, enfin, quand tu regardes sur DVF, t'as des gens qui vendent plus cher. Donc, s'ils non, vendent mais plus je cher parle, au je parle prestat. concret. Moi, je t'étais gentil, gonfle hein. pas mes prix. C'est un peu comme ça avec ma sœur Apolline. On est des pessimistes de la vie. Donc, Ouais. donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai été gentil. Et ça, on va faire une belle réno. Et c'est justement ça. J'aime juste faire une petite parenthèse sur avant. J'avais oublié juste ce qui nous a chauffé sur les travaux. C'est aussi le fait qu'il y ait l'architecte. En fait, qui fait les plans et qui va gérer les chantiers. C'est D'ailleurs, bien vous ça. êtes dedans là en ce moment. Ouais. Et alors, ça se est passe dedans. comment? Donc voilà. Non, mais c'était juste la petite parenthèse. Ouais, mais juste, ça se passe comment du coup? Ah ouais, ça se passe super bien. Vous Les avez- plans, ils sont magnifiques. Vous C'est-à-dire avez que fait un là- rendez-vous le vendredi dernier, non? Ouais, c'est ça. Et c'était comment? On a fait un rendez-vous, les plans sur les 4 appartements. En fait, ce qu'on a demandé, c'est un style différent à chaque fois parce qu'on veut toucher des publics différents. Ok. Donc voilà, et d'ailleurs, ça a été magnifiquement bien retranscrit. C'est-à-dire qu'on a l'appartement pour un couple qui vient avec ses 2 enfants. Voilà, très, très famille. On a un couple pour les gens qui sont dans des délires, un peu style années 70, néo préféré. 70. Donc voilà. Ouais, il est incroyable, Donc, j'ai vu, incroyable. Ouais, c'est ça. Le but, c'est de choper les gens qui ont. En fait, aujourd'hui, dans nos logements, on a des environnements très tristes avec le gris. Nos voitures, elles sont grises aussi. Tout notre quotidien, on a perdu la couleur. Donc là, le but, c'est de faire un truc qui t'explose à la gueule. Donc voilà, c'est vraiment que les gens, ils kiffent ça. Donc voilà, ça, c'est les gens un petit peu fous qui ont besoin de sortir de leur quotidien. Le troisième, c'est dans une ambiance un peu luxueuse, un peu haut de gamme, avec du vert, du noir, très sympa, très sobre pour les gens qui veulent du très sympa. Donc voilà. En plus, là, tu montes dans les étages, donc là, la vue mère, elle C'est commence à ça. s'énerver là. La vulnérabilité et tout, ça commence à être top. Et le dernier est magnifique pour un couple. On a la belle vue sur mer. C'est très cosy, c'est un peu plus petit que les autres, mais à la fois ça crée cette ambiance Ouais, c'est sous intimiste qu'on aime beaucoup. Et il y a des détails sur les plans qui sont vraiment magnifiques. Donc in fine, ils ont fait un bon travail. Faire de l'architecture classique, c'est une chose et c'est un métier. Mais faire de l'architecture d'intérieur pour de la location saisonnière, il faut réfléchir praticité, enfin, que ça soit vraiment
des rangements, tu vas voir, t'as vu, il y a des rangements pour la société de ménage, il y a choisir les bons meubles pour que ça dure dans le temps et amener le côté esthétique. Et tu vois, dans ce qu'on fait chez M Capital, on en parlait hier soir avec Guillaume, tu vois, t'as des pareil sans les citer parce que je trouve qu'ils font du bon travail, mais t'as des projets par exemple des Love Rooms, tu vois, qui sont, je trouve, très marqués et très comment dire, trendy. C'est-à-dire que c'est cool parce que c'est dans l'air du temps de maintenant, sauf qu'en fait, tu fais quoi dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? Ouais. Bah en fait, t'es plus à la mode. Et à la revente, c'est l'enfer. Bah, T'as mis trop de folie dans ton appart. Il a mis un cartoon sur le mur, tu vois. Et en vrai, moi, où je trouve... Par exemple, je pourrais faire un truc aussi marqué. Bah, moi, j'en ai par exemple à côté de Disney. Parce que Disney, il va jamais bouger. Ouais. Ah ouais. C'est Haute-Beauval. Haute-Beauval n'a jamais bougé. On en a avec Alex, C'est pas le même puis produit, du fou. ouais, Ça va jamais bouger. Mais là, tu fais ta Love Room... cartoon ou alors maintenant celle que tout le monde a fait noir et rouge avec les LED rouges. Bon, Ça y est, après. c'est passé, ça. Hein? Ça y est, c'est passé. Ouais, mais nous, il y a des clients qui nous l'ont demandé, on en a fait, hein, je vais pas te mentir, on en a fait chez M Capital, mais parce que le gars, il voulait ça. Dans Mais- certaines zones, ça peut encore valoir le coup, mais le mettre partout, le multiplier Ouais, comme c'est ça, ça. sans Non. aucune raison. Non, faut pas, je pense pas. Et donc, tu vois, chez M Capital, on essaye de faire des choses très neutres, mais haut de gamme. Et du coup, ça dure dans le temps. Moi, j'en ai depuis 6-7 ans et elles sont pas has-been et elles tabassent toujours sur leur secteur parce que c'est des. Je trouve le côté un peu simple, c'est des codes du haut de gamme, tu vois. Bah, Il y a c'est ça, et puis l'hôtellerie. il y a le prix. C'est-à-dire, moi, en rendez-vous, je vais insister par exemple sur le fait que l'ameublement, il est hyper important. Il faut mettre le prix au départ parce que, en fait, sinon, tous les 3 ans, tu vas changer ta literie, tu vas changer tes placards. Et ça, en fait, sur ta rentabilité, ça joue. Ouais. C'est hyper important et c'est un conseil d'investisseur qui est primordial. Tous ceux qui ont fait de la coloc et qui ont mis que du bas de gamme dans leurs apparts, et bah, chaque changement de locataire, tu es obligé de remplacer en fait la la table, chambre, quoi. le lit. En vrai, on peut même leur tirer dessus. Tu vois, un Easy Immobilier, c'est top. Le service, il est incroyable. Moi, j'adore le service. Je trouve que c'est trop bien. Tu reçois tout sur une palette. En vrai, c'est les shopping lists, c'est une horreur à faire. Bah, tu vas nous en parler après. C'est genre tu les êtes encore. Vous avez fait la shopping list ou pas encore? Vous avez commandé les meubles ou pas encore pour Non, votre... non, pas encore, pas T'inquiète, encore. tu vas te le manger. Parce que tu vas je vais les challenger un peu parce que je suis un peu compliqué sur ça. Mais... Ouais, mais tu vas voir. Si tu fais par Easy Immobilier, ok. Mais si tu le fais dans la vraie vie, tu vas comprendre, c'est dur la shopping list. Ouais. Et donc, je comprends qu'un service comme Easy Immobilier, c'est ultra pertinent. En vrai, Strasbourg, on le fait. Donc on Easy connaît un Immobilier petit peu. Non, pas Easy Tu vas le faire Immobilier, mais toi-même. on choisit nous-mêmes un peu les trucs. Ah bah, donc, tu vas voir. on Là, galère. Si encore t'es pas à la livraison et au montage. C'est une Là, horreur. c'est le pire. Mais Easy Immobilier, tu vois, c'est beaucoup utilisé par nos concurrents. Et parfois, tu as des clients qui disent: ah ouais, au niveau des meubles, c'est un peu cher et tout ça. Mais déjà, premièrement, on prend pas de marge sur les meubles, contrairement à nos concurrents. Et en plus de ça, c'est du Easy Immobilier. C'est-à-dire que c'est du jetable, comme dit Guillaume. Ouais. Tu vas avoir du la même chose jetable. que le voisin. Attends, tu Exactement montes plus. ta table, elle est déjà en train de trembler. Ah ouais. Non, mais Oui, c'est pas fou. Tu mets ça dans un. Tu fais du l'as testé Airbnb. dans des appartements Une toi, fois. ou pas Ouais, une fois. Et honnêtement, maintenant, s'il y a un client qui le veut vraiment sur du longue durée et s'il insiste, on lui dit ok, mais il se prend un petit mail en disant c'était pas notre choix, c'est ton choix. Hein. Parce que et en plus, t'as pas besoin forcément. Ça veut pas dire qu'on met du Roche-Beaubois, Ouais. mais un bon lit Ikea et les archis, elles font en sorte que ça soit joli évidemment. Donc on met pas que du Ikea évidemment, mais il y a des références qu'on utilise chez des marques qui sont solides sur le temps. Ouais. J'ai des appartements depuis 7-8 ans. Le lit, je l'ai jamais changé. Tu veux prendre un truc un peu fancy, chez Maison du Monde, chez Made, t'as des marques où en fait c'est joli, mais c'est nul. Au bout de 2 ans, même pas, le lit cassé. Mais Maison du Monde, moi, à chaque fois, ce qui me choque quand je vais dans ce magasin, c'est que même quand tu regardes, les produits sont déjà abîmés dans le magasin. C'est fou. Je sais pas si vous avez déjà constaté Si, ça, mais mais Maison du Monde, c'est une horreur. Bah, ça va être. De temps en temps, t'as 2-3 produits de déco. Ça nous arrive d'aller sur Maison du Monde pour ça. Mais par exemple, literie, impossible, jamais. Mais les gros bureaux aussi et tout. Ouais, non, c'est vraiment compliqué, pas, c'est pas de la très très bonne qualité. Vas-y. Je veux bien revenir sur l'histoire de LinkedIn. Juste que tu finisses, parce que je crois que c'était ça avant de parler d'Infini. On n'avait pas fini Ah, l'histoire la avec valorisation des. Oui, parce que Ah, c'est c'était- ça, LinkedIn. C'était valorisation des intéressant travaux. parce que, ouais, c'est ça, exactement, on était là avant. Et je trouve que c'est intéressant, puis c'est en lien aussi avec le mobilier. Tu sais, souvent, nous, on fait un peu on dissocie en fait le côté vraiment travaux. Et nous, on appelle ça souvent un fonds de commerce, surtout quand tu fais de la courte durée. C'est-à-dire que tu as le côté où finalement, tu as tes travaux un peu classiques, la base, tu vois, jusqu'au placo, etc. Et après, tu as tout le reste. Et tout le reste, nous, c'est ce qu'on considère vraiment comme un fonds de commerce. C'est ce qui va te permettre de performer, surtout sur de la courte durée en l'occurrence, derrière, qui va te faire exploser les chiffres, quoi. Donc, je veux bien juste qu'on termine là-dessus et voir ce que tu avais pu dire en explication à la personne qui t'avait un petit peu. Et attaqué sur LinkedIn. tu sais quoi, tu me fais penser à un truc, je ne l'ai même pas dit. En fait, sur notre projet, en cas de revente, on va pas le revendre
comme un appartement ou comme un immeuble. En fait, il faut le vendre avec la renta. Et là, vu que c'est bien fait, c'est-à-dire que moi, ça va être automatisé. Ça, c'est pas. C'est une petite exigence que j'avais. Moi, j'aimerais bien des serrures connectées dessus. Je trouve que c'est beaucoup mieux que les boîtes à clés. Et en fait, mon truc va être vraiment clé en main, comme le vendeur aura jamais vu. Je vais lui dire, OK, tu me le payes comme ça et je pourrais mettre beaucoup plus cher. Je pense encore que le prix mètre carré. Je vais vendre un emplacement, je vais vendre Nausicaa, je vais vendre cette façade, l'ameublement et la déco que vous aurez fait. Je pense que on sera plus cher que le prix mètre carré et j'aurais dû lui dire dans ce commentaire. J'espère surtout que tu passeras par nous pour le revendre parce que nous, on a des clients aussi, Oui. tu sais, très safe qui rachètent un calendrier parce qu'ils n'ont pas envie de traverser tout ce que vous êtes en train de traverser comme émotion. Et on en a déjà fait, où le client il arrive, on a juste changé l'abonnement EDF, l'abonnement Internet, il a changé le contrat avec la société de conciergerie, et il vend à 10-12%, il rachète. C'est génial pour eux en fait, et parce c'est qu'ils génial n'ont pour pas de vous travail aussi. à faire, ils ont la renta, moi ça me permet de vendre, donc voilà, et en fait, ils auront une bonne renta aussi, mais ils n'ont pas eu cette peur sur les travaux, cette peur, ce travail, parce que moi j'ai investi beaucoup de temps dans ce projet. C'est-à-dire qu'en fait, à M Capital, ils peuvent tout faire, mais moi, c'est important pour moi de m'investir aussi dedans. Si vous avez envie de rien faire, vous laissez M Capital faire, ce sera très propre. Mais moi, je m'investis énormément dedans parce que c'est notre projet de cœur. Donc voilà. Comment dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce projet, il répond à vos critères, à vos KPI, on va dire? Je sais que tu es très analytique comme personne. Est-ce que ça répond à ce que vous attendiez? C'est mieux que ce que je pensais. C'est-à-dire que, en fait, moi j'y pense régulièrement. Je me dis, sur ce projet, on a réussi à faire un truc qui est pratiquement impossible dans l'immobilier. C'est avoir rentabilité, grosse rentabilité et valorisation patrimoniale. Et en fait, c'est ça qu'on a oublié de dire. C'est ça sur lequel je voulais revenir. C'est le chiffre quand même le plus fou. C'est-à-dire que les estimations immobilières après travaux, elles sont quand même conséquentes. C'est-à-dire qu'on parle, bon ça dépend parce que parfois c'est un peu gonflé pour les banques, mais on parle, faut voir, entre 50 000 et 200 000 euros de plus-value après le projet. Donc il faudra voir en fonction de la réno, en fonction du DPE, etc. Mais c'est fou, c'est-à-dire que je serai en plus-value instantanée, projet fini, alors que c'est même pas le projet de faire du patrimonial. On a réussi à faire du patrimonial et du locatif, c'est du jamais vu. Mais tu sais pourquoi? C'est intéressant comme question, j'ai évidemment la réponse, mais toi, comment tu penses? Je vais sur deux aspects importants, tu fais cette plus-value et tu la feras. Est-ce que tu sais c'est lesquels? Sur lesquels on fait cette plus-value à la fin? Oui, bien sûr. Déjà, l'achat à prix mètre carré qui est excellent. C'est-à-dire que je sais pas comment tu as trouvé cette opportunité. La négo, on l'a tordu. Hein. La négociation, effectivement. J'ai dit à Albert, moi je crois que je l'ai un peu trop tordu, je l'ai braqué. T'es chaud, on remonte. Je le rappelle 5 minutes après, je lui dis, bah c'est passé. C'était super. Donc déjà, le prix mètre carré. Ensuite, les travaux qu'on va faire de bonne qualité et le DPE qu'on va optimiser, en fait, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'adore les ruines. C'est qu'en fait, on peut repartir de zéro et faire un truc au carré. On va arriver avec un DPE D minimum et je pense qu'on peut viser du C si on fait des petites dingueries. Je pense que c'est faisable. Donc voilà. Et le DPE, ça aussi, ça augmente la valeur. Et ça aussi, dans ce fameux commentaire LinkedIn, je pense qu'il a peut-être pas pris en compte le fait que je reparte de zéro et que je vais créer une forte valorisation. Donc, mais ce qui est hyper important en fait sur ces projets-là, c'est que pourquoi tu peux aller négocier et pourquoi tu peux trouver un bien qui est déjà sur le marché depuis au moins 6 mois. C'est parce qu'on a la capacité d'aller chiffrer les travaux. C'est-à-dire que le gars qui va tout seul, il va aller dans la façade, elle a beau être belle, et quand il va rentrer à l'intérieur, il a aucune idée en fait des travaux. Et que même s'il a une idée des travaux qu'il a à réaliser, il a aucune idée du prix. Donc en fait, la rentabilité, il peut pas la calculer. Donc c'est vrai que le fait de connaître le montant des travaux, allez, vraiment à peu de choses près au préalable du projet, c'est ça qui fait que derrière tu peux aller négocier, c'est ça qui fait que tu peux calculer si le projet il est solide à la fin. Et avec Alex, nous pendant les entretiens au départ, on oriente les clients sur qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez de la renta immédiate? Est-ce que vous voulez une valorisation à la fin? Parce que c'est important d'avoir une orientation sur son projet. Et puis après, moi je trouve que l'immeuble de rapport là-dessus, il peut répondre en tout cas aux deux comme voilà. Mais pas l'immeuble de rapport qui est déjà prêt réalisé. C'est là, tu vas te manger du travaux. Exactement. C'est sûr. Les travaux et l'achat, on s'en occupe, mais les travaux, mais il faut quand même l'appétence et que eux, ils doivent prendre aussi ce risque-là. C'est-à-dire que même s'ils sont accompagnés par nous dans la vie de tous les jours, c'est là où parfois vous avez des difficultés. Quand les mecs, on leur dit à chaque fois, vous voulez mettre tous les curseurs à droite. Je t'explique, quand tu mets un curseur à droite, il y en a un qui pousse à gauche. Toujours. Et vous, en fait, c'est ça aussi votre mérite, c'est que vous acceptez
de prendre, entre guillemets, ces risques. Ouais. En tout cas, d'aller sur ce niveau de stress. Ouais. Parce que ça va être stressant. Ouais. Ça doit être stressant à ce moment-là. Mais c'est aussi... c'est ça le gain que vous avez. Et tout à l'heure, tu as dit, il va reprendre mon bien à la rentabilité. Oui, mais lui, il n'a pas vécu ça. Il n'a pas accepté de vivre ce moment-là. C'est pour ça qu'il n'aura pas la même renta que moi, parce qu'il n'a pas vécu Exactement, tout ce truc qui est derrière. Exactement. Et la prise de risque, en fait, tu fais de l'investissement, tu sais très bien que la prise de risque, elle est comment dire, elle peut être valorisée, mais tu peux aussi perdre. Bah oui, mais bien sûr, mais moi je commence à perdre mes cheveux. Tout à l'heure, quand je t'ai dit que tu m'as trouvé les deux trucs qui sont pratiquement impossibles dans l'IMO, la valorisation et la rentabilité, j'ai oublié le troisième truc. Tu m'as trouvé la rentabilité, la valorisation et l'emplacement en fait. L'emplacement. Et là, mais c'est vraiment un projet pépite. En fait, je savais même pas que c'était possible d'avoir ça en immobilier. Un truc aussi bien qui soit rentable. Enfin, tout Après, est réuni, quoi. honnêtement, on n'en a pas quand même tous les jours. Hein. Ouais, je me doute. Là, c'est vraiment une pépite, quoi. Honnêtement, on n'en a pas tous les jours. Non, c'est que ça regroupe beaucoup de critères qui font que c'est un bon investissement. Quand les gens nous demandent avec Guy en rendez-vous, qu'est-ce qui fait que je vais faire un bon investissement, c'est ce que exactement. Et je pense qu'Arthur, tu lui as posé la question aussi dans ce sens-là. C'est bien acheté, c'est ce que tu as fait. Ouais. Et nous, on connaît la valeur aussi des travaux qui sont réalisés. Et finalement, comme tu disais, le côté compétitif par rapport à ça, quoi. Parce que typiquement, demain, tu vas avoir des artisans locaux. Certainement pas déjà la qualité de ce que tu auras à la fin. Et puis les prix que notre partenaire est capable de proposer. Donc forcément, déjà, tu avais répondu à beaucoup de critères qui font que l'investissement va être bien. Et en plus, il y a l'emplacement. Mais l'emplacement, le temps de chiffrer les travaux, déjà, tu as 4 mois. Tu vois, le temps de recevoir. Non, mais c'est vrai, mais si tu veux avoir plusieurs devis, plusieurs mecs qui Puis il passent. viendra jamais sur place. Hein. Si tu le payes pas, s'il est pas sûr d'avoir que tu signes mais il le faut devis, se mettre à la place du mec. T'imagines chiffrer ça, là? Ouais. C'est un métier, chiffrer ça. Nous, honnêtement, quand on a... Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'avait fait une reco pour l'accompagner sur la partie archi et faire travailler Oscar Bâtiment. Et en fait, elle dit, je veux un devis. Mais moi, je lui dis, non, je vais pas vous faire de devis, vous allez le payer. Pourquoi on paye pas un devis? En fait, je vous explique, dans le devis, ça sera la notice Ikea pour comment faire vos travaux. Donc en fait, vous savez pas comment diviser c'est une maison à diviser, à créer un immeuble de rapport. Okay. Vous savez pas ce qu'il faut faire. Vous savez pas comment créer la cage d'escalier. Vous savez pas qu'est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut une porte à l'endroit, il faut une porte coupe-feu ou une porte de... Enfin, toute la réflexion dans créer son immeuble, ça allait être sur le devis. Alors évidemment, pas aussi précis que des plans d'archi, mais là, c'est un vrai travail d'aménagement et de réflexion. On lui a dit non. D'expérience. C'est ça que j'allais dire. En fait, les gens, ils ont du mal à payer ton expérience. Il la voit pas. C'est ça qui est fou. Et il la voit pas. En fait, dans le métier de CGP, c'est pareil. Et les avocats, c'est pareil. Les gens ont pas envie de payer, mais Oscar Bâtiment, ils ont une expertise, ils ont travaillé. Et c'est de l'effort de faire ce devis, comme tu dis. C'est vrai que moi, je suis pas fan de cette idée de vouloir tout gratuit. Moi, ça me dérange pas de payer un déplacement, de payer un devis. Surtout que c'est pas horriblement cher de payer ça. Enfin, on peut se le permettre. Donc voilà, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est une parenthèse, mais et je suis complètement d'accord avec toi. Les gens, parfois, ils viennent te poser une question et ils attendent juste un oui ou un non de ta part. Mais c'est 3 lettres. Et si tu leur dis, avant que je te réponde, tu vas me donner 5 000 €. Et il va te dire, 3 lettres, 5 000 €, c'est cher la lettre quand même. Ouais, mais si je te le dis, si moi, Arthur, je te le dis, si Guillaume, Alex, je te le dis, tu vas faire le projet sur la base de mes connaissances et de mon expérience. Mais du coup, ce oui, il vaut de l'argent. Et oui, ça m'a pris 1 seconde de te le dire. Mais ça m'a pris combien de temps de pouvoir te le dire? Peut-être des années. Exactement. Et ça aussi, c'est d'ailleurs très agréable de travailler avec vous là-dessus, parce que vous valorisez le temps des gens et l'expérience des gens, et les connaissances des gens, et c'est assez agréable. J'ai même une autre parenthèse sur la parenthèse. Quand j'ai fait ma visite lundi sur le bien, la contre-visite avant de signer, j'ai échangé un petit peu avec l'agent immobilier à la sortie quand on avait fini la visite, et je lui ai dit, écoutez monsieur, si vous avez d'autres opportunités, moi je veux bien que vous me les partagez. Et moi, il y a un truc qui est hyper important, c'est que je négocie jamais les frais d'agence. Vous, c'est pareil, je négocie jamais les frais de commission. Je vais jamais négocier tous ces frais-là, parce qu'en fait, négocier ces frais-là,
c'est dévaloriser le travail qui est fait et c'est presque un manque de respect, je trouve. Parce que l'agent immobilier, il m'a dit c'est super cool ce que vous me dites parce que j'ai très peu de clients qui disent ça et en fait, personne va aller négocier les frais de notaire parce que le notaire, il a un statut, machin, on va pas oser. Enfin, il y a certaines personnes qui le font, mais la majorité des Français, il a le saint statut, alors que l'agent immobilier, on a l'impression que c'est quelqu'un qui sert à rien, qui ouvre des portes. Il y a des agents immobiliers qui sont... Oui, c'est vrai, mais il se trouve que cet agent, il était super compétent, il était top. Et donc, que quelqu'un ose négocier ses frais d'agence, je trouve ça fou. La semaine dernière, on a eu un client, évidemment, sur le site qui a dit, du coup, il a essayé de tout négocier jusqu'à la totalité, donc nos honoraires, les meubles, les travaux. Ouais. Et à la fin, il dit, et les frais de notaire? Demande à Macron, tu l'appelles le et puis tu vas négocier, mais c'est malheureusement pas négociable. Les frais de notaire, c'est pas nous. Hein. Ouais. Le notaire, d'ailleurs, on lui envoie, je sais pas, plus de 200 dossiers par an et il nous donne une bouteille de champagne en décembre. Belle. J'espère que c'est une belle bouteille. Beau feedback, hein. C'est pas foufou. Et dernier point que je voudrais parler parce que ça va aider des gens, c'est toute la partie financement. J'attendais qu'on y vienne. C'est quand même sans ça, il n'y a rien. Donc, Guillaume t'a accompagné, qui est responsable du financement chez M Capital, t'as accompagné sur cette partie-là. Alors, comment déjà, toi, tu l'as vécu? Et puis après, je vous laisse échanger tous les deux, quoi. Ouais, bien sûr. Toi, tu l'as vécu comment? T'as le compromis en main, on a signé. Moi, j'ai vu, il s'est vachement impliqué. Adalbert, il a fait des choses que nous, normalement, on fait pour les clients. Mais on l'a évidemment laissé faire et puis il l'a encore plus de détails que nous. Bah oui, Mais il a fait un dossier bancaire pour la banque. Voilà, est-ce que tu peux expliquer à partir du compromis? Bien sûr. D'ailleurs, c'est super cool que vous laissiez faire quand on est inspiré comme ça. Ça super cool, on est vraiment libre. Vous me laissez la porte ouverte parce que moi je fais des petites folies, je fais des trucs un peu différents. Donc vous me laissez faire mon truc, ça c'était top. Donc pour passer sur le financement, alors déjà, dès le départ, ça commence déjà fort. C'est-à-dire qu'on avait dit, nous on était prêts à partir sur 400 000 de budget. Au final, le budget a été 2 fois plus grand, le budget total. Pas financement, mais budget total avec notre rapport, c'est 600 000 euros. Donc c'était beaucoup plus, mais en fait le projet était tellement pépite qu'on s'est dit ok. On avait le fait de ne pas rénover la maison ou pas. C'est-à-dire qu'on rentrait dans le budget si on faisait pas la maison. C'est ça. Et moi, ça me convenait pas. Moi, je voulais partir sur tout, ça me convenait pas. J'aime pas cette idée de faire en 2 fois. Moi, je fais tout ou voilà quoi. Donc voilà. Donc j'arrive. Déjà, premier truc, je fais une consultation avec Guillaume. Je regarde le budget, je dis, est-ce que ça va pas bloqué sur la capacité d'emprunt? Parce que ce qu'il faut comprendre sur nos profils, déjà, c'est qu'il est hyper compliqué. On est 5. On est dans une SCI. Déjà, une SCI de 5 personnes. Les banques, elles n'en voient pas non plus tout le temps. Il y a que 3 salariés sur les 5. Sur ces 3 salariés, il y a un CDD. Donc, il y a que 2 CDI. Et sur ces 2 CDI, il y a une personne qui est au SMIC. Enfin, niveau difficulté dossier, on est au maximum. Là, on a mis tout et n'importe quoi. Il manquerait plus qu'un chômeur, on aurait tout. Donc voilà. Donc déjà, il y a cette difficulté. Le budget qui est grand. Tout ça. Donc j'appelle Guillaume et je lui dis... Est-ce que ça va passer? Pour pas vous mentir, on était dans le doute. Nous, ça nous paraissait de l'ordre de l'impossible. Et Guillaume il a dit oui, pas de problème, tout passe. Donc il me dit, il y a plusieurs. Ouais, je suis confiant. Il y a ça, et puis après, il y a l'apport qui est important sur le projet. Moi, c'est en fait, à chaque fois, il y a plusieurs critères qui peuvent entrer en compte. Et quand je prends votre dossier, je me dis, on a les 100 000 d'apport, déjà sur un projet à 600, c'est cohérent. Après, il y a plein de cash qui sont, comme tu l'as dit, une SCI familiale avec 5 personnes, avec une capacité d'emprunt que moi j'avais calculée qui était à la limite, mais qui après sur une situation globale repose beaucoup sur des loyers. Donc c'est un autre risque pour la banque. Ensuite, il y a la partie travaux qui est très très importante. En fait, les travaux, c'est 3 fois le prix du bien. J'avais oublié. En fait, on a déjà toutes ces difficultés. Et en plus, les travaux, et ça, c'est une horreur parce qu'en fait, on est dans un marché où les banques ont peur que l'immobilier baisse. Donc, financer des travaux sur 3 fois le prix du bien, t'as raison, c'est une horreur. Tu vois bien, là, on a, juste pour faire l'aparté, mais on a la façade à reprendre devant parce que... Il n'a pas respecté les ABF. Donc là, il nous demande de... Elle est trop belle, notre façade. Hein. Coup de cœur, mais elle ne respecte pas les ABF. J'ai vendu à tout le monde grâce à ça. J'ai dit à personne. Du coup, en gros, on doit reprendre la façade ABF. De l'autre côté, alors il a parlé d'Avenger tout à l'heure. Je sais pas, il y a Hulk qui est arrivé, qui a mis une droite
dans la façade, il y a un trou d'une droite, mais qui fait. Dans la façade. Donc, faut qu'on gère ça. Donc, il y a vraiment du taf, mais c'est pour ça qu'on a 700-500 du mètre Oui, et qu'on va finir à peu près aux alentours des 2000 € du mètre. Mais il y a du structurel. Il y a toute la toiture de la maison à refaire derrière. Ouais. Ouais. Toute la toiture. Hein. On récupère rien. On refait la charpente, tout. On refait les planchers. Non, là, il y a du boulot. Bon, du coup, on a coupé Guillaume. Pardon, sur excuse-moi. le... Non, pas de souci. Non, mais ce qui fait qu'après, ces dossiers-là, ils passent à la banque, c'est qu'en fait, il faut leur emmener de la matière. C'est-à-dire que ce que tu as fait avec le dossier que tu as préparé, nous, on le prépare en amont normalement aussi. Où là, en fait, il faut emmener des éléments. C'est-à-dire qu'il faut prouver déjà la solidité de l'entreprise qui fait les travaux, avec plusieurs années d'expérience, avec le fait qu'ils soient certifiés RGE Calibat, qu'ils aient une décennale. Et ensuite, c'est la banque a dit moi je vais te prêter 500, combien ton bien il en vaut en fait à la fin. Et à partir du moment où tu arrives à prouver ça, et là l'intérêt que toi, en plus tu es un bon commercial pour ton projet, donc c'est plutôt facile à vendre. Mais après, ce qui est difficile à trouver maintenant, c'est des banques qui ont envie de se casser la tête et qui ont les compétences pour ce type de dossier. Exact. Et un élément que toi t'as très bien cerné, c'est en fait les contreparties. Moi, j'étais de l'autre côté à un moment donné dans la banque, c'est-à-dire moi, je veux bien te donner ça. Par contre, qu'est-ce que je récupère ? Il faut qu'eux, ils récupèrent des produits avec un produit net bancaire important. C'est-à-dire que moi, je dis toujours aux clients, les assurances propriétaires non occupants, c'est à la banque. Ah Et ouais, ça, c'est ouais, pas ouais. négociable. Est-ce que après les domiciliations de salaire, toutes ces choses-là, en fait, c'est du donnant-donnant et c'est du commercial. C'est-à-dire que voilà, vous allez me donner quelque chose que tout le monde va pas me donner. Moi, je suis prêt à vous accompagner là-dessus. Et C'est quand ça. tu parles honnêtement avec eux, derrière, tu trouves Il y des avait combien solutions. de contreparties là? Non, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'explique ma vision stratégique parce que ma stratégie, elle a été construite. C'est-à-dire que quand j'ai parlé avec Guillaume et que j'ai vu que c'était compliqué, parce qu'en fait, il faut comprendre C'est pour les dates. C'est les dates qui étaient compliquées. C'est parce qu'on était sur la fin de l'année. les Ouais. dates et le dossier et tout ça cumulé. Ouais, c'est vrai qu'on était en décembre, comme disait Guillaume, c'est Ah la oui. partie où les objectifs ils sont finis. Il n'y a Donc, personne qui répond. Vraiment, c'est c'est ça. une galère totale. Les Et Guillaume t'a vacances. dit d'ailleurs, parce que toi, t'allais voir. En fait, nous, on voulait pas l'emmener chez nos partenaires bancaires. Au début, on a voulu faire du local. Ouais, fallait Parce pas que se cramer, Guillaume ouais. préférait l'envoyer vers des banques locales où ils Au mois de sont, janvier. quoi. avant d'aller voir nos partenaires, Oui, pour après. tester un petit Mhm. peu le dossier, Ok. pour qu'ils comprennent. Ok. Et au bout d'un moment, Guillaume, il a dit, par contre, là, ça commence à demander aux sociétés de caution, non, arrête tout de suite. Et il a dit à Adalbert, arrête, Ok. parce ok. que là, on va se cramer. Et ils vont dire non juste parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. Ouais. Pas parce Ok. que le dossier, il est pas bon. Ouais. Et c'était on a demandé la prorogation, on a attendu. Et après, du coup, derrière, après, je vous laisse. Mais Ouais, là, c'était intéressant. en fait, après, il c'est smart. y a des périodes où les banques, elles ont déjà le respect de... Et du coup, Guillaume, par rapport à la temporalité de décembre, comment t'as géré? Ouais, on arrive dans une période où c'est difficile de parler aux banquiers. Ils ont terminé leurs objectifs et puis en fait, ils sont pas réceptifs à de nouveaux dossiers. Même ce qui est un peu bizarre parce que tu peux penser qu'ils prennent en décembre pour le sortir en janvier et démarrer fort l'année. Et surtout avec ce système de contrepartie. Donc, mais le tout, c'était de pas qu'ils le montent en fait jusqu'à la caution et jusqu'au refus pour qu'on soit grillé auprès Ouais. de nouvelles banques. Tu avais la solution courtier, mais en SCI, c'est toujours un peu particulier. Donc, on a décidé de temporiser et en fait de redémarrer les demandes au mois de janvier, de solliciter les partenaires, mais avec toi, ton aide, parce que j'ai pas besoin. Normalement, je fais un coaching bancaire. C'est-à-dire que je fais un rendez-vous la veille du rendez-vous bancaire où je vais dire voilà, va chercher tel truc, tel Même 10 truc. minutes avant le rendez-vous quand il stresse. Hein. Ouais, c'est vraiment t'as déjà vu un match de judo, je suis juste avant. Et après, c'est une satisfaction pour le client parce qu'il est impliqué Ouais. en fait dans son truc. Et puis là, c'était ça, tu sortais d'un rendez-vous, tu m'appelais, C'est ouais, vraiment c'est comme bon, on y va ou autre. Donc voilà, c'était ça qui était intéressant et on l'a obtenu parce que bon, l'étude qu'on avait fait, elle était solide, mais encore une fois, ce que je disais, il faut vraiment trouver aussi le banquier qui est réceptif à tes arguments. Il faut que le dossier soit solide et puis il faut aller trouver de la compétence parce qu'on est quand même sur du dossier à 600 000 € avec énormément de travaux. C'est ça. Mais du coup, vous avez fait combien de banques en tout à la fin parce qu'il y a eu, je sais que la stratégie en local, et puis après, on a récupéré un peu la main avec nos partenaires. Combien vous avez fait de rendez-vous? On a fait 5 banques. 5 banques. 5 Ok. banques, exact. Donc, en fait, ça a été compliqué parce que la majorité des banques, les conseillers sont qualifiés pour de la résidence principale parce que c'est la plus grande demande. Et dès qu'on est investisseur, alors là, ça comprend plus rien, d'autant plus quand tu as une SCI. Alors là, c'est la galère
On peut les citer, la Société Générale. C'est du jamais vu. Attendez, je vais les allumer. Bon, après, les investisseurs savent déjà que c'est la pire banque, donc voilà, je me permets de leur tirer dessus. J'ai eu 6 interlocuteurs différents, 6 interlocuteurs. Ça a tourné dans l'agence d'Arras et tout ça pour qu'à la tu fin. donnes l'agence en plus. Ah ouais, non, tu tires. tout le monde connaissait, donc voilà. On n'allait pas là-bas. Bah voilà. Ouais, écoute, c'est comme ça. Quand tu travailles bien, t'amènes des clients. Quand tu travailles mal, voilà. Donc voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, on m'a après délocalisé dans un pôle à Lille. Donc c'est même pas l'agence d'Arras qui était compétente, mais c'est Lille où ils étaient super forts. Et là, par contre, je tiens à dire, l'analyse Société Générale à Lille, il était super bien, il était grave poli. En 2 jours, il m'a appelé, il a dit ok, je peux pas financer pour tel et tel critère. Donc c'était voilà. Constructif au moins. C'était top, il était top ce monsieur, et je pense même que je pourrais peut-être le revoir un coup. Donc voilà, la caisse d'épargne, la caisse d'épargne, c'était très drôle. J'ai présenté le dossier, ils étaient un peu froids. Le mec, il me posait des questions genre, et si jamais il y a des impayés, comment on fait? Bah mec, il y a 5 lots, l'impayé, s'il te plaît, personne les ne réponses paye n'étaient pas. pas pertinentes. C'est ça, c'était pas pertinent. Et le truc, c'est qu'en fait, à un moment, il a changé de discours. Quand j'ai commencé à lui montrer un peu les produits qu'on allait souscrire, j'en parlerai juste après. Et quand il a vu tous les produits, tout de suite, il a commencé à dire oui, l'assurance emprunteur, on peut baisser, etc. On peut discuter. Donc voilà, et après, ça c'est pas allé plus loin. Le directeur, il a dû checker, il a dû dire non, ça m'intéresse pas. Banque Populaire, je suis allé les voir. La dame, elle m'a collé, elle a dit j'ai même pas envie de tenter la société de cautionnement avec les travaux, c'est mort. Donc voilà, elle était pas très motivée. Et je suis allé voir un crédit agricole à Paris. La dame m'a dit ouais, on peut pas financer, on connaît pas le secteur et le taux d'endettement c'est pas bon. Et il se trouve que je me suis fait financer, donc le taux d'endettement c'était bon. Je sais pas ce qu'elle racontait. Donc tout ça a fait que c'était hyper compliqué. On a fini par trouver par un super partenaire. C'est-à-dire que moi j'étais en local, j'ai jamais trouvé. Heureusement, M Capital m'a fait m'a mis en relation avec ce super banquier. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que si on a obtenu ce crédit, c'est grâce à une stratégie bien rodée qui a été construite parce qu'en fait j'ai été formé par un ancien banquier, donc pour moi c'était important de comprendre comment la banque travaille, parce que la majorité des gens, ils arrivent à la banque, ils veulent un excellent crédit, ils veulent pas domicilier les comptes, ils veulent pas d'assurance et en plus ils veulent garder Boursorama. Et ça c'est pas possible. Donc en fait, comme on a dit, notre dossier était hyper compliqué, mais il avait un point très positif, notre dossier, c'est qu'on est 5 et 5, c'est 5 fois plus de produits que quand il signe un crédit investisseur à une personne seule. C'est 5 comptes bancaires, c'est les assurances habitation, c'est les assurances voitures, c'est vraiment plein de choses. Pareil, on n'y pense pas en fait, mais les propriétaires non occupants, les assurances pour vos biens, vous les mettez chez le banquier, ça vous coûte pas plus cher. Et eux, ils sont super contents. C'est-à-dire ça fait un chiffre de dingue. Nous, je pense qu'on va peut-être leur apporter 500 ou 1000 euros par mois. Donc c'est ça de gagner. Je crois que c'est une 50aine de produits. C'est une 50aine de produits. Moi, je leur ai balancé. C'est-à-dire, c'est simple. Je lui ai donné la liste. Je lui ai dit, chez le crédit, ça t'embête un peu, c'est pas très rentable pour les banques. Je lui ai mis une liste. Et moi, je conseille aux investisseurs qui nous regardent de faire des listes au carré et de se présenter avec ça. Mais nous, on le fait. Hein. Moi, je leur conseille. Ok, vous faites déjà ça. Bah voilà. C'est parce que toi, t'as déjà les connaissances, mais Guillaume, il les accompagne là-dedans et tu dois mettre en... Moi, j'aime bien dire, on met un coup de stabilo sur les côtés positifs, on assume les côtés négatifs, mais on équilibre la balance. Exactement. C'est ça. Donc voilà. Et dès que vous avez une assurance, la Massif chez un autre assureur qui n'est pas une banque, vous dégagez tout. Vous mettez chez votre banquier. Et j'irai même plus loin. Aujourd'hui, les banques, je crois, il y a le CIC, ils ont des forfaits téléphoniques avec SFR. Vous n'utilisez pas beaucoup votre 4G, c'est pas très important. Vous êtes tout le temps sur la fibre. Passez votre forfait dans la banque. Et là, ça leur fait un chiffre d'affaires de dingue. Prenez les alarmes de télésurveillance, tous ces trucs-là. Et là, en fait. Après, toujours avec une contrepartie, attention. Toujours avec une contrepartie, voilà, c'est le crédit. Si tu joues le jeu, moi, qu'est-ce que tu as besoin? C'est de comprendre que c'est une relation qui est transactionnelle, en fait. Exactement. C'est ça. Et après, tu vas négocier comme un porte-crédit. Donc voilà. Et justement, moi, je leur ai donné tout ça. On a été dans une position où le partenaire que vous m'avez transmis, j'étais en contact avec le directeur. Je vais vous dire exactement ce qu'il m'a dit, le directeur. Il m'a dit, ne va pas avoir d'autres banques, je te finance, et même si ça me refuse au-dessus, je force le dossier. C'est simple, il m'a dit, ça passera de toute manière. Donc voilà. T'étais content quand t'entends ça. Oui, c'est-à-dire que j'étais rassuré. Sauf toujours un peu douteux jusqu'à ce que l'offre arrive. Ouais. Mais quand il m'a dit ça, quand tu sais que t'as le banquier dans ta poche, pas le banquier, le directeur d'agence, qu'il est motivé, qu'il est prêt à se battre avec la direction et qui dit moi je te finance, ça c'était grâce à tout ce qu'on a mis à côté. Et surtout, je lui ai dit que je voulais construire une relation de long terme, que j'allais pas lui claquer la porte au bout d'un an, que la loyauté c'était une valeur importante pour notre famille. Et ça c'est vrai, je vais pas seulement dire pour le dire, c'est hyper important. Et il a dit en fait on est d'accord, nos valeurs
qu'on vienne, donc on va vous financer. Et ça a été fou. Et en fait, ce financement, grâce à Guillaume, grâce à M Capital et ce partenaire que je remercie, on a sorti un financement miraculeux sur un projet miraculeux. C'est-à-dire que de A à Z, et avec des conditions qui sont un truc de dingue. Et qui sont maintenant, on top, peut ouais. passer aux conditions. Justement, Guillaume, tu as raison de le dire. C'est-à-dire on est sur une SCI à 10, alors que les taux moyens de marché à ce moment-là étaient entre 3,5 et 3,7. Et que à l'époque, quand j'avais demandé en décembre, on m'avait sorti du 4,5 avec le taux et des assurances, mais délirantes, enfin Ouais, n'importe quoi. Il y avait les assurances. C'est ça, aussi il y avait qui étaient des délirantes. assurances. Et bientôt, on touchait 5%. C'était un délire. Là, on m'a sorti 3,14% de taux. C'est un taux que même des gens, pour leur résidence principale, n'ont pas. En tout C'est cas, un à ce truc moment-là, de parce dingue. que tu l'as quand? Et c'est bon. Non, mais tu l'as eu quand est-ce qu'ils te font la proposition? Ah, là, la proposition, on l'a eu en janvier. Fin janvier. Fin janvier, la C'est pas mal, proposition et les offres. Ouais. Mais Ah, même pour 3,14, maintenant. Ouais, même pour maintenant, mais je veux dire, là, ça a Oui, encore parce que baissé là, entre temps. Ouais, ça fait. Mais Mais en même tout cas, maintenant, c'était c'était en une dessous des prix super du marché. Oui, Ouais. et en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est qu'en SCI, vu que c'est plus risqué, que c'est du pré-pro ou même en C'est plus pré-perso, élevé. ils augmentent Mm. grandement. Donc là, mais personne n'arrive à avoir des taux comme ça sur une SCI. Donc déjà, on a ça. En plus, on a cherché du 22 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, passer au-dessus de 20 ans, c'est compliqué. Ouais, Il y a c'est- même des c'est banques, impossible, qui sont sur 15. c'est ça, qui sont sur 15. Ouais, ouais, Exactement, Guillaume, 15 t'as raison. avec le différé compris. Ah oui, avec mais différents combien de contrats. différés, toi C'est ça, 22 ans. Déjà 22 ans. Donc 2 ans de Et il n'y a différé. même pas le différé. Il n'y a même pas le différé. C'est 2 ans de différé, Arthur. Ah, 2 ans 22 ans différé. plus 2 Ouais, ans? Oui. 22 ans plus 2 ans. On a 24 En ans. SCI. Ouais, C'est insolent. Ah ouais, tu vois. Il y a C'est que- insolent. il y a que- Voilà, et il y a ça. Et en plus, ils m'ont mis une assurance emprunteur qui est imbattable. Et c'est-à-dire que même j'ai fait des devis, si je voulais faire une délègue d'assurance, ils sont plus chers que l'assurance de la banque. J'ai jamais vu ça. Donc là, on est sur un truc exceptionnel. Je remercie M Capital, je Et en remercie frais de ce dossier, partenaire. c'était 500 €, c'est rien. Ok. 800, je crois, mais c'est Normalement, rien du tout. c'est genre là, j'ai des dossiers de montants équivalents, on est sur 3-4. Ah ouais Mm. Ah ouais, je savais pas qu'il Ah bah m'avait oui. fait un prix Mm. à ce point-là. Ouais, non, ça c'est pas mal ça, parce qu'ils aiment bien Non. manger Mais la en fait, parce que tu lui as donné les contreparties qu'il voulait, c'est pour ça aussi. Donc voilà, il sait qu'il a perdu là, mais qu'il va gagner ailleurs, et que tu vas peut-être refaire un autre projet avec lui. C'est ce qu'on fait nous aussi sur l'investissement. C'est-à-dire, ok, on part sur un projet, mais on part sur une stratégie qui est globale. Des fois, on calcule des capacités d'endettement à 400-500. Vas-y, fais 250, et après, on verra pour en faire un. Mm. Non, en tout cas, c'était fou et je remercie tout le monde. Vraiment. Bah écoute, cool. Et bah, d'ailleurs, on va clôturer là-dessus. Ouais. On est vous êtes à, on va dire, aux 2/3, allez, à la moitié, 2/3 de cet accompagnement. Le plus gros effet. Le hein. plus gros effet Les maintenant. travaux, ça va aller tout droit. Moi, Parce je que pense. je te- je là, fais t'as passé le confiance. plus cher. Là, en fait, c'est ça, c'est que l'immobilier, c'est des montagnes russes. Et ce qui est pas simple, c'est que tu as des espèces de victoires. C'est-à-dire que tu as réussi à négocier ton bien. C'est bon, tu as signé le compromis. Tu te sens bien. Ouais. Mais en fait, t'as rien fait. Ça repart, C'est pas ça le tien. repart. Exactement. Tu ça t'es repart. pas tapé la banque avec les 5 interlocuteurs Exactement. différents. Tu l'as pas vu celle-ci. Et là, le jour où tu as le crédit, tu dis j'ai le crédit, mais c'est concret. Maintenant, on repart sur les travaux et on fait les travaux et après, je le loue. Non, c'est la livraison du chantier. Et après, la livraison du chantier. Mais faut le louer maintenant. Et après évidemment, quand tu le loues, mais c'est vraiment ces montagnes russes. Mais vous les passez très très bien avec beaucoup de réflexion et ça va. Et le plus gros effet. En tout cas, le plus compliqué, C'est ça. c'est d'être dépendant de tiers. Et là, c'est fait. Donc maintenant, il y a plus qu'à et hâte de voir le résultat. Et j'espère qu'on pourra au moins se faire un podcast et puis peut-être faire une visite sur place Bien sûr. avec votre famille quand on va découvrir le bien Mais terminé. le avant-après, il faut à tout Exactement. prix faire sur ce Bah, bien-là. exactement. mais ça- D'ailleurs, ça tu avais va être fait magnifique. un reportage d'avant. Tu te rappelles, tu avais filmé. Ouais, mais c'était pas très propre. C'est en mode blédard. Donc Ok, voilà, ok, bah. faudra prendre des belles photos avant-après avec les mêmes angles et tout pour faire une belle comparaison. Donc, Bah non, mais voilà. en tout cas, là-bas, l'avant-après, il va être incroyable, c'est sûr Ouais. et certain. Et j'espère qu'on aura inspiré des gens pour l'investissement, pour tous ces trucs-là. L'immobilier, c'est vraiment passionnant, mais encore une fois, c'est important de faire ça collectivement avec un capital, un bon notaire, un bon comptable, c'est Tu dors important. mieux. Et on dort mieux. Ah, c'est sûr. Mais dans tous les cas, qu'il le fasse tout seul ou avec nous, l'objectif, c'est des déclics. Tu vois, l'investissement immobilier, surtout quand c'est pas inné et que c'est pas genre. C'est pas tes parents qui te l'ont transmis ou quelqu'un de ta famille ou ton Ah, personne. entourage. Nous, on Ouais. n'était pas de l'immobilier, hein, Ouais, personne. c'est ça. Donc c'est vraiment c'est des déclics et les déclics tu peux pas les avoir tout seul. Ils viennent d'une lecture, d'une écoute, d'une rencontre et c'est ça sert à ça. Hein. La création de contenu qu'on fait, c'est vraiment de créer des déclics et de donner envie de passer à l'action. Que bah on en parlait au début, c'est le compteur, il faut qu'il démarre. Ouais. Il faut qu'on rembourse le crédit pour après dans 20 ans, 25 ans, bah, libre de crédit, c'est pas mal aussi. Hein. Donc voilà. Bah, merci à vous trois. Merci Et Arthur, puis, hâte merci pour, Guillaume, et merci
Alexandre. Merci, Merci, Adalbert. cool. C'était, je pense, vraiment un très très bon épisode. Et on refera le numéro 2 avec Apolline. Avec plaisir. Super, merci, ciao.